ailleurs. Vous écoutez Viva, il est 9h. Et on s'informe, Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la percée du Front National au premier tour des municipales en France. Oui, la claque pour la gauche qui est en net recul, la droite arrive en tête, mais le grand gagnant, c'est bien le FN de Marine Le Pen. Le Front National est en tête dans 6 villes et pourrait donc bien les remporter dimanche prochain lors du second tour. La signification essentielle de ce grand succès pour notre mouvement, c'est que le vote Front National Rassemblement Bleu Marine n'est plus seulement une force nationale, c'est aussi désormais une grande force locale. C'est un vote qui a vocation à s'enraciner dans tous les territoires de la République pour préparer l'alternative de demain. Marine Le Pen, présidente du Front National, au micro de nos confrères de Radio France. Et on part justement dans le fief de Marine Le Pen, la ville d'Hénin-Beaumont, une ville du Pas-de-Calais, pas très loin de chez nous. Une ville jusqu'ici traditionnellement de gauche. Hier, surprise, donc le Front National a remporté dès le premier tour plus de 50% des suffrages. Alors Manu Delport, vous êtes à Hénin-Beaumont. Quelles sont les réactions des habitants ce matin et quelle est l'ambiance à la mairie ? Alors, pour les habitants, deux versions. La version groggy, dégoûté, honteux, catastrophe. Voilà des mots que j'ai entendus, de savoir, d'apprendre ce matin que c'est un maire Front National qui arrive au premier tour dans cette ville, vous l'avez dit, ancré à gauche. Dans d'autres, pas mal d'espoir. Les prédécesseurs n'ont rien pu faire. Il y a eu des affaires à gauche, la condamnation de l'ancien maire socialiste, des impôts très élevés. Et donc, il laisse au nouveau maire le bénéfice du doute qui arrive donc avec 50,26%. Steve Briouat, le nouveau maire de Hénin-Beaumont, est ici. Il se pavane littéralement devant des nuées de caméras depuis 8 heures ce matin. Lui, il dit que ce n'est pas un vote de contestation, c'est un vote d'adhésion. Quant à l'ancien maire d'hiver gauche que j'ai rencontré aussi ce matin, il est très déçu. Il a des larmes dans la voix, mais il dit qu'il va respecter le vote démocratique, qu'il restera attentif avec ses 6 élus à la mairie d'Hénin-Beaumont. Merci Manu Delport en direct d'Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, il n'y aura donc pas de second tour dimanche prochain. Un procès inédit s'ouvre aujourd'hui aux assises de Liège. Le procès de Raphaël Warnis, il est accusé d'assassinat avec la circonstance aggravante d'homophobie. C'est une première dans notre pays. Les faits ont eu lieu le 25 juillet 2012. Raphaël Warnis a frappé à l'aide d'un marteau un sexagénaire qu'il avait abordé dans le parc d'Avroy à Liège. Le Centre pour l'égalité des chances et la Fédération wallonne des gays et lesbiennes se sont portés partie civile dans ce procès. Vincent Bonhomme de la Fédération Arc-en-Ciel Wallonie nous explique ce qu'il attend de ce procès. Par rapport au procès et au verdict, on laisse évidemment la justice faire son travail. Évidemment, en tant que partie civile, nous, on espère simplement que cette circonstance aggravante d'homophobie sera retenue à l'issue du procès. Par rapport au ressenti, nous, ce qu'on a surtout ressenti, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues dans les associations pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire avancer les mentalités, sensibiliser les gens ? Et on met en place, nous, des gays et des lesbiennes vont dans les écoles expliquer que c'est pas grave, homo, hétéro, il faut pas en faire toute une montagne et essayer de décomplexer toutes les personnes par rapport à ça. L'entreprise de télécom Yourcall demande la faillite. C'est l'entreprise elle-même qui l'annonce. Yourcall, ce sont des magasins spécialisés en téléphonie. 3 magasins et 34 points de vente dans les magasins Carrefour. La faillite pourrait entraîner la perte de 135 emplois. La direction rencontre les curateurs aujourd'hui et espère la reprise des activités par un tiers. Barack Obama sera donc chez nous demain soir et mercredi. Et le président américain arrive en Europe aujourd'hui déjà. Il commence sa tournée par les Pays-Bas avec un sommet sur la sécurité nucléaire. Un sommet qui se tient à La Haye. Les Pays-Bas attendent des délégations de 53 pays pour 2 jours. La Belgique est représentée par Elio Di Rupo, mais ce sommet nucléaire sera sans doute dominé par la question ukrainienne. Baptiste Dupin. Cette édition néerlandaise est le 3e sommet sur la sécurité nucléaire. Un sommet organisé tous les 2 ans depuis 2010 à l'initiative de Barack Obama. Objectif de ces rencontres, réduire le stock de matériel nucléaire et en garantir la sécurité, éviter que ce matériel ne tombe entre de mauvaises mains. Mais le sommet de La Haye s'ouvre dans un contexte de tension avec la Russie, des tensions qui risquent bien de relayer les préoccupations nucléaires au second plan. Barack Obama a effectivement convoqué à La Haye une réunion du G7 cet après-midi pour
pour discuter des suites à donner à la crise ukrainienne. Les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, du Canada, de l'Italie, de l'Allemagne et du Japon évoqueront avec les représentants de l'Union européenne les sanctions à l'égard de la Russie suite au rattachement de la Crimée. Cette réunion du G7, alors que la Russie a rejoint le club des nations les plus puissantes de la planète en 1998 pour former le G8, est en soi une façon d'isoler la Russie, un isolement qui sera l'un des fils rouges de la visite de Barack Obama cette semaine en Europe. Et en Ukraine, justement, les forces militaires russes continuent de faire table rase du passé en Crimée. Elles ont pris d'assaut tôt ce matin une base ukrainienne à Féodossia. C'est ce qu'indique un porte-parole des forces ukrainiennes. Il explique que l'envahissement a eu lieu avec des blindés légers et des hélicoptères, que des coups de feu ont été entendus et que des soldats ukrainiens ont été emmenés pieds et poings liés. Depuis que la Crimée est rattachée à la Russie, les Russes ont déjà pris le contrôle de plusieurs bases ukrainiennes de la péninsule et saisi plusieurs bateaux. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la tuberculose avec 987 cas recensés pour l'année 2012. La tuberculose a atteint en Belgique les chiffres les plus bas jamais enregistrés. Dans le monde, la situation est moins optimiste. 9 millions de nouveaux cas auraient été enregistrés rien qu'en 2012. Le printemps des sciences démarre aujourd'hui. Oui, l'objectif est de redonner le goût des sciences aux jeunes. Le thème choisi cette année, c'est à la recherche de nos origines. À l'école normale de Nivelles, on a retrouvé un mystérieux squelette dans les jardins de l'école et les visiteurs sont embarqués dans une passionnante enquête archéologique. François Louis. Et donc nous avons recréé une tombe dans laquelle on trouve un squelette entouré de divers objets. Inès de Clercq, professeure de psychopédagogie à l'école normale de Nivelles. Et les élèves vont devoir identifier ce personnage, ce squelette, et dire de quelle époque il s'agit et quelle était sa position sociale pour arriver à résoudre l'énigme. Dans un atelier de chimie, en analysant la composition d'une épingle trouvée dans la sépulture, les petits archéologues découvriront que notre mystérieux personnage a vécu à l'âge du fer. Il y a aussi des traces d'offrandes, des ossements d'animaux domestiques, indices de sédentarité. Quant à cette mâchoire de cheval, comme l'explique Élodie, étudiante en première année à l'école normale de Nivelles, elle renseigne sur le rang social du personnage. Parce que le cheval était une richesse à l'époque, ça permettait de se transporter. La personne enterrée était une personne importante. Des ateliers de biologie, d'histoire et de mathématiques, tous animés par des futurs professeurs, permettent de résoudre l'énigme, une manière ludique de sensibiliser les enfants à la méthode scientifique, observation, hypothèse, expérimentation. Mais les principaux bénéficiaires de l'opération pourraient bien être les étudiants de l'école normale eux-mêmes. C'est sur eux que repose l'émergence d'une nouvelle pédagogie des sciences. Et le printemps des sciences, c'est donc toute cette semaine, les écoles sur inscription jusqu'à vendredi et le grand public durant le week-end. C'est le programme sur www.printemps-des-sciences en un mot.be. Tout de suite, Benjamin Maréchal, et c'est vous qui dites. Oui, nouvelle semaine qui démarre. Merci Nathalie. Vous avez la parole dans quelques instants. Laissez-nous juste le temps d'aller sur les routes. Au centre Perex, RTBF Mobile Info avec Jean-Marc Strel. Et on va se connecter au centre Perex pour avoir l'état des routes ce matin, un lundi matin, avant, c'est important, parce qu'après ça va se compliquer un peu, avant l'arrivée de Barack Obama. Donc, voilà. ouais, vous êtes là Jean-Marc. Je suis là, avec un accident sur le 19 Valenciennes-Mons, à hauteur de Saint-Guilain, avec quelques soucis, apparemment on n'en a pas beaucoup d'infos, mais des problèmes au kilomètre 69 en direction de Mons. Sur les grands axes, toujours des ralentissements pour rejoindre Bruxelles, le 411 venant de Namur, entre Voreise et Léonard. Sur le 40 venant de Liège aussi, classique, entre Boutersem et Berthem. Le 40 et deux accidents, mais Ostende-Bruxelles cette fois, le premier à Drongen en direction de la capitale, ainsi qu'à Nivelles en direction donc de Bruxelles bien sûr. Sur le ring extérieur, au titre Carrefour-Léonard, estimé à 39 minutes, vous en perdez 25, c'est en diminution. Pour le ring intérieur, au titre Grand Bigard, 30 minutes, vous en perdez 17. De Grand Bigard à Zaventem, 31 minutes, vous en perdez 23. Vous ralentissez également, nous confirme notre motard d'Europe Assistance, dans la plupart des tunnels bruxellois, et des travaux sur la N25 Nivelles-Corbet entre Genappe et Cours-Saint-Étienne sur 7 km de fil en direction de Corbet. Patience. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Pourquoi choisir? Recevez jusqu'à 3 000 € de meubles et électro en plus pour votre cuisine. Ixina, c'est bien pensé. Conditions sur ixina.be.
les matins en direct sur Vivacité et sur la 2, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. À 15 jours des vacances de Pâques, à 62 jours des élections belges et entre 2 tours français, voici 3 débats sur la table et un seul à 10h. Au 070 233 466, quelle stratégie en France? Si le Front National est sur le point de gagner la mairie au second tour, est-ce qu'on laisse voter ou gauche et droite doivent donner un ordre aux électeurs? Voilà donc le topo des élections municipales. Le Front National a fait une percée terrible. À Hénin-Beaumont, dans le nord de la France, le score était tel que le FN a gagné directement. Ailleurs, Béziers, Perpignan, Fréjus, Forbach. Ailleurs, donc, le second tour sera décisif. Et c'est là qu'il faut un peu de stratégie. Pour contrer le Front National, les socialistes de gauche doivent-ils demander aux électeurs de voter UMP à droite et vice-versa, ou faut-il laisser faire? La position officielle pour l'instant, hier l'UMP a dit ni, on ne se désiste pas et on n'appelle pas à voter à gauche. Et à gauche, par contre, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a dit que l'ensemble des forces démocratiques et républicaines avaient la responsabilité d'empêcher une victoire Front National en votant donc en fonction. Alors voilà pourquoi nous vous demandons un peu de stratégie ce matin. Quelle stratégie en France? Si le Front National est sur le point de gagner une mairie au second tour, est-ce qu'on laisse voter les électeurs, ils font ce qu'ils veulent, ou gauche et droite doivent donner un ordre aux électeurs, voter comme ceci pour contrer? En débat, le Palais doit-il communiquer clairement sur l'hospitalisation du prince Laurent? A-t-il fait une erreur en parlant de fatigue? On a donc appris ce week-end que le prince Laurent avait été hospitalisé aux cliniques universitaires Saint-Luc. Le temps 1, c'est la presse qui parle de déprime hospitalisée en unité psychiatrique. Le temps 3, c'est la presse qui parle ce matin d'une pneumonie. Et entre les deux, il y a quoi? Eh bien, entre les deux, dans l'agitation médiatique, il y a la communication très laconique du Palais pour confirmer l'hospitalisation. Dans ce communiqué, le Palais aurait utilisé les mots « très fatigué ». Certains experts en communication y ont vu une maladresse, dans un contexte où la fatigue d'un prince est relative face aux citoyens, dans un contexte également où plusieurs journaux relatent la colère de Laurent qui aurait dit « puisque je reçois moins d'argent, le pays aura moins de ma part ». Et donc en débat pour vous ce matin, cette question, le Palais doit-il communiquer clairement sur la raison de l'hospitalisation du prince Laurent? Au 070 233 466, la Belgique autorise des bookmakers mobiles dans les salles et les cafés qui retransmettent les matchs de foot. Est-ce que c'est une bonne idée? Sud Presse nous apprend donc ce matin que la commission des jeux de hasard va délivrer 60 licences à des bookmakers, à des preneurs de paris mobiles. Il paraît que le secteur est très demandeur. Vous serez donc dans un lieu où le match est retransmis. Fini les situations clandestines, vous pourrez parier directement. La licence accordée permettra également de contrôler, donc empêcher les mineurs de jouer. Les licences mobiles valent pour les événements. On peut donc imaginer également des bookmakers mobiles dans un concours de Miss Belgique, par exemple. Mais en attendant, concentrons-nous sur la tentation. La Belgique autorise des bookmakers mobiles dans les salles et les cafés qui retransmettent les matchs de foot. Est-ce que c'est une bonne idée? 3 débats au standard, Marie Charette. J'attends vos appels au standard avec Dominique de Corouet au 070 233 466. Vos avis par SMS, vous pouvez nous les envoyer au 3063, 50 cents par message. Je vous résume donc nos 3 sujets de ce matin. Les élections municipales de ce week-end en France, c'est notre premier sujet. L'élément qui choque, eh bien, c'est la percée du FN, notamment à Hénin-Beaumont, où le candidat FN est passé au premier tour. Le FN risque de passer au second tour dans plusieurs villes françaises. On vous demande s'il faut empêcher cela ou laisser les électeurs choisir. Notre deuxième sujet concerne le prince Laurent qui a été hospitalisé ce week-end pour dépression selon certains, puis pour pneumonie selon d'autres. Le Palais a émis un communiqué confirmant l'hospitalisation sans préciser le motif, mais selon certaines sources, le Palais aurait déclaré qu'il souffrirait d'un état de grosse fatigue. Dites-nous si le Palais aurait dû mieux communiquer dès le départ et si le mot fatigue vous choque. Notre troisième sujet, c'est cette nouveauté dans le monde des paris sportifs. Dorénavant, des bookmakers pourront prendre des paris lors des retransmissions en direct des matchs de foot. La commission des jeux de hasard a délivré 60 licences pour la Coupe du Monde. Vous pourrez donc dès aujourd'hui parier au pied des écrans géants. Dites-nous si c'est une bonne chose. En attendant les appels, je vous laisse entamer la conversation avec Démétrios Caguiola, rédacteur en chef adjoint de Sud Presse, et Baudouin Peters, journaliste indépendant.
Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Voici le premier débat sur la table. Quelle stratégie adopter en France? Donc voilà la partie de stratégie face à laquelle nous sommes ce matin. Quand le Front National est sur le point de gagner la mairie au second tour, est-ce qu'on laisse voter les gens comme ils veulent ou gauche et droite doivent donner un ordre aux électeurs? Voter, imaginons un parti de gauche, voter pour la droite comme ça on fait barrage au Front National ou inversement. D'abord votre positionnement et puis on discute. Est-ce qu'il faut, Démétrio, donner une consigne aux électeurs ou on laisse faire? Moi, en tout cas, je vois que ça marche pas, les consignes. Ça marche pas parce que ça n'empêche pas le Front National de faire d'excellents scores. Et de donner des consignes, c'est ne pas avoir compris ce qui se passe réellement. Donc vous laissez faire. C'est-à-dire qu'il y a rejet et abstention. Donc je suis pas sûr que ce soit positif de donner des consignes. Donc positionnement puis on discute. Baudouin, consigne ou on laisse faire? On ne donne bien sûr pas d'ordre aux électeurs, c'est à eux de choisir, et le peuple est souverain, donc il est hors de question de dire vous devez voter pour un tel ou mettre une fatwa sur l'un ou l'autre, c'est un manque de respect par rapport au vote de l'électeur. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault de gauche, il donne une consigne, il dit je demande à l'ensemble des forces démocratiques et républicaines qui ont la responsabilité d'empêcher une victoire FN de voter en conséquence. C'est un ordre. Alors j'aimerais bien qu'il applique dans les deux sens parce qu'il dit qu'il ne faut évidemment rien faire pour encourager l'élection d'un élu FN, mais d'un autre côté, le PS s'allie avec l'extrême gauche pour gagner des élections aussi. Donc pour moi, c'est ni d'alliance avec l'extrême droite, ni avec l'extrême gauche. Jean-Marc Ayrault donne une consigne. Ce Premier ministre de gauche donne une consigne aux électeurs, Démétrio. Moi, je suis contre les consignes. Cela étant, la comparaison entre Front National et Front de gauche, pour moi, elle n'est pas valable. Le Front National est vraiment un parti antidémocratique. Et les communistes, c'est mieux ? Non, je ne dis pas que c'est mieux. Je dis on a d'un côté un parti qui est démocratique, on a d'un autre côté un parti qui n'est clairement pas, qui n'est pas démocratique et qui n'est pas républicain. Pour en revenir aux consignes, moi je pense que la meilleure des choses à faire, en termes de boutade, c'est de laisser les candidats au Front National à l'épreuve du pouvoir. Parce qu'on voit qu'à chaque fois mais c'est parti pour 5 ans, hein. Vous prenez un risque de 5 ans. S'ils sont élus à la majorité des électeurs, plus 1, c'est la démocratie. Moi je vois que historiquement, quand les élus du Front National ou des autres formations d'extrême droite en Autriche ou ailleurs ont été testées à l'épreuve du pouvoir, elles se sont effondrées parce qu'elles ont montré toute leur incompétence, leur inefficacité à apporter de véritables solutions. Est-ce que c'est choquant, la droite qui fait semblant de rien? Donc hier sur les plateaux de télévision, on a beaucoup entendu le nini. Donc quand il y a situation de victoire pour le Front National, la droite, l'UMP, dit on n'enlèvera pas nos candidats, ils vont quand même se présenter au deuxième tour, et nous la droite, on donne pas comme instruction de voter pour la gauche. Ce nini, genre on laisse faire. Est-ce que c'est pas laisser une porte ouverte? Mais non, est-ce que ce n'est pas abandonner le terrain? Simplement, il y a un vote sanction de la politique du gouvernement. Ce gouvernement a une politique sectaire au niveau sociétal, confiscatoire au niveau fiscal et dogmatique au niveau économique. Et donc, à un moment donné, c'est logique que l'opposition qui présente un autre projet ne va pas quand même encourager des triangulaires où le PS pourrait sortir les marrons du feu. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Le Front National n'a pas attendu l'arrivée au pouvoir des socialistes pour faire des scores. Chaque fois que les socialistes sont au pouvoir, le Front National monte. Le seul qui l'a fait reculer, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, bien sûr. C'est le seul qui a fait reculer le Front National. On a vu le score de Marine Le Pen lors des dernières présidentielles qui était ridiculement bas. Enfin, c'est de l'ironie. Il était en 2007, la victoire de la droite est relative. Ce que je veux dire, c'est qu'il est écrit dans les astres vu la manière dont se présente l'électorat français, qu'à terme, le Front National et la droite classique vont devoir travailler ensemble, comme ça se fait dans d'autres pays où, par exemple, en Italie... Elle a raison, Marine Le Pen, la bipolarisation est terminée. Évidemment. Gauche-droite, c'est fini, ça, en France. Évidemment, non, ça n'est pas terminé. Mais moi, je pense que les convergences entre le FN et l'UMP sont évidentes et qu'elles vont se produire tôt ou tard parce que c'est la volonté de Marine Le Pen. Et je pense que Jean-François Copé ou tous ceux qui seront à sa place dans les prochaines années ne pourront pas faire ça. L'avis de Tournai, maintenant. Nous sommes au 072 33 466 avec Agnès. Bonjour, Agnès. Bonjour Benjamin. Stratégie, vous conseillez quoi? Donc si le FN est sur le point de gagner la mairie au second tour, est-ce qu'on laisse voter les Français comme ils veulent ou gauche et droite doivent donner des consignes aux électeurs? On laisse voter les Français comme ils veulent. Bon, on leur conseille bien sûr d'éviter l'extrême droite, mais on les laisse faire. Donc on assiste impuissant à l'arrivée du Front National, vous laissez faire? C'est la démocratie. C'est le choix des gens. Et pourquoi ils ont tous dit hier qu'il y avait un risque? Pourquoi PS et UMP hier n'ont pas dit c'est la démocratie, c'est le jeu de l'alternance? Ils ont tous parlé de risque hier. Parce que d'abord, il y a ce qui leur tombe dans leur gamelle, hein, pour être un petit peu trivial.
Eux, ils voient les votes que eux n'ont pas, mais ils n'ont pas encore intégré que les 3/4 des votes de Front National, ce sont des votes sanctions. Mais alors qu'est-ce que vous dites à Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de gauche, qui lui donne une consigne claire? Il dit en gros, et je le vulgarise à l'extrême, dans votre commune, dans votre municipalité, vous votez pour qui vous voulez du moment que vous votez pas pour le FN et que vous votez pour quelqu'un d'autre. Eh bien écoutez, comme je connais la mentalité française, puisque je suis frontalière, je vais vous dire, il suffit de leur dire ça pour qu'ils votent pour Front National. Parce que je crois que les socialistes et l'UMP n'ont pas encore compris que c'était une punition pour eux. Marine Le Pen, c'est leur punition. Mais donc c'est de la défiance. L'électeur français qui demain votera pour le FN, c'est pour défier Jean-Marc Ayrault, qui a dit voter pour l'UMP par exemple. Ce ne sera pas pour défier Jean-Marc Ayrault, ce sera pour dire à Hollande on en a marre, ce sera pour dire à l'UMP on en a marre. Et quelle autre solution ont-ils? Oui. Vous êtes frontalière, c'est grave qu'à Hénin-Beaumont, c'est pas loin de chez vous, hein, puisque c'est le nord de la France, c'est grave qu'il y ait là un maire Front National, c'est grave? Non. Non. Alors je fais tour de table là-dessus, est-ce que c'est grave qu'il y ait un maire Front National à Hénin-Beaumont, proche de chez nous? Et on va voir le programme qu'il va mettre en place. C'est vrai que dans le passé, quand il y a eu des maires Front National, ils ne sont pas vraiment distingués par la qualité de leur gestion. Il se fait que c'est vrai que les castings ont l'air d'avoir été un tant soit peu mieux faits et ce n'est plus vraiment des espèces de néo-nazis comme il y avait été le cas dans le passé. Hier, UMP et PS ont dit on a vu vu dans les années 90 ce qui s'est passé. Marine Le Pen a répondu cessez de vivre avec ces vieux souvenirs des années 90. Donc le Front National aurait changé en France, serait à même d'exercer les responsabilités de l'État. C'est-à-dire le vernis a changé. Mais je pense que et les électorats et le programme de fond n'a pas changé. On ne peut pas se réjouir de la victoire d'un élu du Front National, mais il faut malheureusement respecter, dans ce cas-ci, le vote. S'il est élu, qu'il fasse ses preuves. Il y a aussi des gens qui sont partis à l'extrême droite et puis qui, confrontés au terrain, ont mené des politiques raisonnables. Mais comme on ne se réjouit pas non plus de hier soir, parce que personne n'en a parlé, il y a 15 élus d'extrême gauche qui ont été élus dès le premier tour, avec la complicité du PS. Personne n'en a dit un seul mot. Des municipalités communistes en France, il y en a depuis 50 ans. On peut pas comparer. Ne faisons pas de l'idéologie. On ne peut pas se comparer ce qu'on fait. Moi, je demande le même traitement médiatique et le même traitement politique entre l'extrême gauche et l'extrême droite. On ne peut pas comparer ce qu'ont fait les maires communistes en France pendant plus de 50 ans avec les expériences du Front National à Vitrolles, à Orange et dans ce genre de ville où ça a été une véritable catastrophe avec scandale sur scandale économique, sexuel, financier. À Hénin-Beaumont, l'élection du maire Front National est due au fait que le maire socialiste a tapé dans la caisse et au détriment des plus démunis. Si c'est la conversation qui s'impose, vous nous direz si on doit appliquer la même question et le même jeu de stratégie alors au front de gauche, et ça répondra donc à votre interrogation, Bourdoin. En attendant, concentration sur le FN. S'il est sur le point de gagner la mairie au second tour, est-ce qu'on laisse voter ou gauche et droite doivent donner des consignes aux électeurs? Une pause, et le palais doit-il communiquer clairement sur l'hospitalisation du prince Laurent? Enfin, vous nous direz si c'est une bonne chose de parier dans les matchs de foot. C'est vous qui dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Chez Belgacom, un abonnement au téléphone fixe coûte au minimum 20,99 € par mois. Chez vous, il y a déjà un abonnement à partir de 8 € par mois. Prenez 10 secondes pour y réfléchir. Voilà, bien réfléchi? Alors appelez maintenant vous au 0800 825. Offre soumise à condition. Le printemps est là. Cette semaine, Vivacité et Viking vous font réviser vos connaissances pour bien entretenir et tondre votre jardin. Chaque jour, rendez-vous sur Vivacité et vivacité.be pour découvrir notre grand quiz et gagner votre nouvelle tondeuse Viking. Tondeuse Viking, les stars de votre terrain. Qui dit jardin, dit Viking. Cantolec aigne paral. Cantogne et palécral. Campagne et tolécral. Campagne électorale. Avec Le Soir, mettez de l'ordre dans vos idées avant les élections. Ne ratez pas notre offre d'abonnement exceptionnelle 100 jours pour 90 €. Plus d'infos sur lesoir.be. Le soir, j'y vois clair. Le prix moyen d'un appareil auditif est de 1 500 € et peut aller jusqu'à 2 500 €. 1 500 €? Mais c'est une blague, dis!
maison de l'appareil auditif, vend uniquement des grandes marques Siemens, Widex, Oticon, Phonak et bien d'autres à 40% moins cher. Vous avez bien entendu, tous les appareils auditifs 40% moins cher. Prenez rendez-vous avec un audiologue diplômé et agréé toute mutuelle. Maison de l'appareil auditif, votre appareil auditif au meilleur prix. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À Baudouin et Dimitrio, on continue la conversation pendant la pause, mais voici maintenant le deuxième débat sur la table. Le palais doit-il communiquer clairement sur l'hospitalisation du prince Laurent? Donc le temps 1, c'est la presse qui parle de déprime, d'une hospitalisation en unité psychiatrique aux cliniques universitaires Saint-Luc. Le temps 3, c'est la presse qui parle ce matin d'une pneumonie. Et entre-temps, il y a quoi? Il y a le temps 2, c'est-à-dire le palais qui confirme dans un communiqué l'hospitalisation du prince Laurent. Pas de détails, on croit penser qu'il s'agit d'une grosse fatigue et ce mot fatigue a suscité la colère de quelques observateurs tout au long du week-end. Oui ou non? Est-ce que le palais doit dire clairement pourquoi le prince Laurent est à l'hôpital, Démétrio? À partir du moment où l'information sort, il faut communiquer clairement, parce que ne pas communiquer, c'est entretenir tous les fantasmes, toutes les supputations. En même temps, je ne sais pas si vous avez l'habitude de pratiquer la communication du palais, c'est mon cas. Je veux dire, ce ne sont pas les rois de la communication, ce n'est pas l'équipe de Barack Obama. Ah ben ils ont dit 21 mars, dépêche que j'ai sous les yeux, le prince Laurent est hospitalisé, l'information est confirmée par le palais royal. Est-ce qu'ils doivent être clairs et précis dans le détail, Baudouin? Mais non, moi je dirais, laissons le prince Laurent tranquille. J'ai les médias en tête. Il y a le secret médical, il y a le respect de la vie privée, ce n'est pas un prince régnant. Donc de quoi se mêle-t-on? Il y a la dotation. Laissons-le se reposer s'il a besoin de se reposer. Il bénéficie d'une dotation et il a utilisé les médias pour souhaiter un bon anniversaire à la princesse Claire il y a quelque temps. En fonction de ça, nous avons besoin de savoir, ou nous pouvons savoir, on dit certains. Il a la chance d'avoir une femme assez extraordinaire. Et je pense qu'il a fait un petit clin d'œil en voulant lui souhaiter un bon anniversaire. Il doit rendre des comptes ou pas? Écoutez, moi, objectivement, j'ai l'habitude de travailler, entre guillemets, avec la famille royale. Je participe à des missions. Même s'ils ne sont pas les as de la com, ils utilisent aujourd'hui les médias. Ils les utilisent, et c'est très bien comme ça. Maintenant, dire que la santé du prince Laurent, ça ne regarde que le prince Laurent, excusez-moi, non. Déjà, c'est un prince de Belgique, c'est le fils... c'est le fils de l'ancien roi et le frère du roi. C'est pas l'héritier au trône. Oui, mais il reçoit une dotation. Il a une sorte de fonction de représentation importante. Donc, effectivement, et puis il y a le côté sentimental aussi. Il n'y a pas que le côté institutionnel. La famille royale est très populaire chez nous. Moi, je pense qu'on a le devoir de communiquer. Et le prince Laurent était dans cette famille royale presque le plus populaire. Donc je pense qu'il faut informer les gens, savoir qu'effectivement, il ne va pas bien, ou il va bien, ou sa situation s'améliore. Alors faisons des si, puisque c'est très hypothétique, Baudouin. Est-ce qu'il n'y a pas une utilité à savoir qu'il souffre peut-être d'une dépression chronique, psychique, profonde? Est-ce que ça ne dit pas quelque chose du travail et des missions qu'il pourrait effectuer par la suite? Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on était en train ici de parler de l'état de santé du prince Laurent, et personne n'a lu son dossier médical, ou personne n'est son médecin qui est à son chevet. Ça nous ramène à la question de les départ. médias partent comme ça dans des hypothèses, on ne sait pas très bien, on pense que on a parlé de problèmes de couple, ça devient grotesque. De quoi se mêle-t-on? Il y a un mot qui a choqué. Le mot fatigue a choqué quelques observateurs ce week-end, notamment Michel Henrion et Alain Raviard sur RTL TVI. Oui, mais écoutez, s'il a une dépression, comme l'affirment certains, c'est le cas de 12% des Belges, donc 1,3 million de Belges ont une tendance à être parfois dépressifs. Ben voilà, rien de grave. Le coup de la fatigue, surtout bon rétablissement. Le coup de la fatigue. Parler de fatigue dans le chef du prince Laurent. Écoutez, moi j'écrivais dans un papier samedi qu'effectivement parler de fatigue dans le chef de quelqu'un qui fait 2 ou 3 grand maximum petites représentations par semaine, c'est insultant par rapport à tous les Belges qui se lèvent très tôt pour travailler beaucoup. À côté de ça, je pense que le prince Laurent ne va pas bien. Je veux dire, c'est pas son dossier médical. Il suffit de le suivre depuis des mois, et nous le suivons depuis des mois. C'est pas du harcèlement. On le croise là où il est. Il est clair, et on l'a eu en ligne plusieurs fois, il est clair que le prince Laurent ne va pas bien, qu'il a des problèmes, on va dire, de malaise, et que par ailleurs, il a aussi des problèmes
récurrents au niveau respiratoire. Donc parce qu'aujourd'hui, mon journal La thèse d'aujourd'hui, c'est la pneumonie. Évidemment, il y a le moral qui ne va pas bien, et par ailleurs, il y a un problème pulmonaire qui n'est pas non plus une première. Il avait déjà été rapatrié d'urgence lors d'un voyage en Sardaigne pour des problèmes respiratoires. Il y a des et il antécédents. suffit de parler quelques temps avec le prince Laurent, vous allez voir très vite. Mais la fatigue n'est pas physique, elle est psychologique. Donc attention, on va demander l'avis de volume des émissions, on n'a rien à voir. L'un n'exclut pas l'autre. L'avis des observateurs à Watermal. Alors, Jean-François, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que le palais doit communiquer clairement sur l'hospitalisation du prince Laurent? Bien sûr, mais il y a un indice quand même. Là, je rejoins le précédent intervenant. Il y a quand même un indice frappant. C'est qu'en 1999, il était hospitalisé à la Ramée, qui est spécialisée, entre guillemets, pour les problèmes de dépression. Or, aujourd'hui, il va à Saint-Luc. Donc, à mon avis, c'est plus grave qu'une simple dépression. Mais pourquoi vous dites oui, bien évidemment, que le palais devrait dire? En quoi ça vous regarde, Jean-François? Le palais je crois que le prince Laurent est un personnage public et qu'à ce titre, le palais doit communiquer assez clairement à ce sujet. Donc vous demandez la même transparence de bilan de santé pour un prince Laurent que pour un roi ou pour un président en exercice? Bien sûr, pourquoi pas. Au nom de quoi alors? Parce que Baudouin, ça a l'air de le perturber qu'on demande le même effort de transparence. Au nom de quoi? Je crois que si on prend l'exemple français, Mitterrand a très bien communiqué sur son état de santé au cours des derniers mois de son existence. Mais il est élu, Mitterrand. Il n'est pas élu, le prince Laurent. Il n'existe aucune fonction régnante. Ah, qui va trancher ça alors? Donc pour Démétrio, transparence identique à celle d'un roi pour Laurent? Peut-être pas identique à celle d'un roi, mais il faut de la transparence. C'est du voyeurisme pour moi. Je suis tout à fait d'accord. Jean-François, est-ce que vous conseillez, si, ce sont des si bien sûr, si c'est de la dépression chronique, si c'est quelque chose d'important, est-ce que vous conseillez au palais de masquer un peu ou vous conseillez au palais de dire? Je conseille au palais de dire, ça concerne tous les Belges. Le prince Laurent est un personnage public qui n'est certes pas élu, mais qui est représentatif quand même du pouvoir en Belgique. Dans le fond, dernière chose très rapidement, et ce sera peut-être la conversation qu'on mènera tout à l'heure, si c'est grave, est-ce que le palais n'aurait pas intérêt à atténuer un peu, stratégie de communication, eu égard à la personnalité du prince Laurent, à ce qu'on en dit, le côté un peu fantasque, ils n'ont pas intérêt à amoindrir un peu? En termes de communication, il y a une règle d'or, c'est de toujours dire les choses telles qu'elles sont. Ils ont intérêt à amoindrir un peu s'ils communiquent, Baudouin? S'ils communiquent? Et moi, je vous répète, la vie privée et la santé en particulier, on communique ce qu'on a envie de communiquer par rapport à sa santé, point à la ligne. Vous voulez pas savoir, vous n'êtes pas attaché au prince Laurent? Si, mais j'ai pas besoin de savoir s'il a ceci ou cela. S'il n'est pas bien, qu'il se repose et on lui souhaite un bon rétablissement. Bon, faites-vous un avis, est-ce que le palais doit communiquer clairement sur l'hospitalisation de Laurent? Quelle transparence sur son bilan médical? On marque une pause et puis la Belgique qui autorise des bookmakers mobiles dans les salles et les cafés où on retransmettra des matchs de foot. C'est vous qui dites, je vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. La 2 en télé. La Coupe du Monde 2014 débutera bientôt sur la RTBF. Mais commencez déjà le voyage vers le Brésil avec une carte postale des pays qualifiés pour la compétition. Découvrez les adversaires qu'affronteront nos Diables Rouges avec Destination Brésil dès ce lundi soir sur la 2. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Viva Sport, 3e mi-temps. Ce lundi à 19h, Éric Libois et ses invités reviennent sur les matchs du week-end. Qui commence? Avant, pendant ou après le match, Viva Sport, l'émotion foot. Donc après mes humanités, j'ai fait un graduat, puis j'ai travaillé 1 an à l'étranger. Ensuite, je suis revenue faire un master. Et vous, madame la directrice, vous avez fait quoi? Ah, moi, j'ai fait McDo. McDonald's? Oui, McDonald's. Si vous voulez tout savoir sur ce que McDonald's peut vous apporter comme expérience dans votre carrière, chez McDo ou ailleurs, allez-y le 30 mars pour notre Job Discovery Day. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table, Baudouin Peter, journaliste indépendant, Démétrios Cagliola, rédacteur en chef adjoint, Sud Presse. Et voilà ce qui va se passer
La commission des jeux de hasard va pouvoir délivrer à l'avenir 60 licences à des bookmakers et ces gens iront se positionner où ? Eh bien, ils pourront aller se placer dans des événements, dans des salles, dans des cafés où on retransmettra les matchs de foot. Ce qui veut dire qu'en plein cœur de l'événement, fini les petits paris entre amis ou le bon voisin qui vient prendre les paris. Non, tout ça sera légiféré. Il y aura des bookmakers officiels. Est-ce que c'est sain que les bookmakers soient désormais mobiles, qu'ils puissent aller sur le terrain là où les gens sont dans l'adrénaline et là où ils sont susceptibles de parier de l'argent, Baudouin? C'est déjà le cas sur les champs de course, je dirais pour ceux qui sont habitués à parier sur Mais les courses le hippiques. parieur va au champ de course. Ici, le bookmaker va venir dans l'événement, dans le café qui a mis un écran géant dans la salle à l'arrière. C'est difficile d'aller jusqu'au Brésil, donc il faudra bien l'organiser ici quelque part, si la RTBF est d'accord qu'il y ait quelques écrans. C'est pas une horrible tentation ? Non, écoutez, comme 2 millions de Belges jouent chaque semaine au loto ou à l'euro-million. Donc, les jeux de hasard sont quelque chose qui sont assez ancrés dans notre société, parce qu'il y a cette espèce de rêve de pouvoir décrocher la timbale. Alors voilà, maintenant que ça se fasse de manière encadrée, j'entends dans une série de des places, licences. voilà, avec des licences, avec un petit stand bien identifié qui porte le nom de la Société de Paris. Pourquoi pas ? Est-ce que la commission des jeux de hasard ne fait pas entrer le diable dans de gentilles bergeries, Démétrio? Si on estime que l'argent c'est le diable, alors oui. Mais il s'agit d'argent, il s'agit de business. Mais le diable, donc... c'est peut-être le jeu, c'est pas l'argent, c'est le jeu. Oui, mais en l'occurrence, ici, c'est du jeu qui rapporte de l'argent. Donc, On va aller toucher des publics qui n'étaient pas forcément au contact des C'est clair. Donc, dans le dossier que Sud Presse dévoile aujourd'hui, on donne le chiffre de 2 milliards de chiffre d'affaires, entre guillemets, pour ce genre de paris. Alors, il est clair que ça pose problème. Ça pose 2 problèmes pour moi. Tout d'abord, la fraude, donc il y a des gens qui se déguisent de faux parieurs, des arnaqueurs, des escrocs. Vous savez qu'il y a de grands spécialistes qui se fassent passer pour des gens qui ont la licence. Et le 2, c'est l'exaspération de l'enthousiasme. Parce que si on va vraiment parier à la mi-temps, parce qu'on peut parier dans un quart d'heure, donc là il y a vraiment une dose d'émotion qui va être... l'adrénaline. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Là on profite de l'adrénaline, de l'enthousiasme, et donc il y a des gens qui vont peut-être miser des sommes de manière déraisonnable, parce qu'elle ne l'aurait peut-être pas faite si elle avait dû faire la démarche. On peut le faire sur son ordinateur, sur son mobile, sur son téléphone, donc il y a plein de manières de parier. On est dans la foule, on est dans l'enthousiasme, et il peut y avoir même une surenchère entre amis, ce genre de choses. Je pense que c'est dangereux, mais ça rapporte de l'argent. Demandons un avis à Comblain au Pont. Bonjour Francis. Oui, bonjour. Imaginez donc cette salle, on regarde le match de foot tous ensemble, il y aura là des bookmakers qui peuvent venir, qui ont la licence et qui peuvent venir dans la salle prendre les paris. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est ce que votre interlocuteur disait, on va profiter des plus faibles. Pour moi, c'est de l'arnaque. Les gens oublient un peu vite qu'il y a eu des paris truqués dans le foot. Et pour moi, les paris truqués, ça va continuer, tout simplement. C'est ça que vous me dites, c'est une pression supplémentaire sur le déroulement des matchs et sur d'éventuelles pressions sur des joueurs et des arbitres. Évidemment. Enfin, moi, c'est mon avis. Oui, mais c'est encadré, puisque la commission des jeux de hasard, elle va pas dire à tout le monde, vous pouvez devenir bookmaker. Elle va délivrer des licences. Donc, il y aura 60 bookmakers attitrés, respectant les règles. Oui, mais on vit dans une société où tout est encadré, n'est-ce pas? On le sait bien. Le contrôle de la nourriture, de la qualité de ceci, de la qualité de cela, c'est bien encadré. Pourquoi vous ne le voyez pas comme une facilité? Avant d'aller à la salle, je devais passer par l'agence de tiercé jouer. Maintenant, dans la salle, au moment de l'événement, je pourrais le faire. Pourquoi vous ne voyez pas ça comme une facilité? Mais écoutez, on va prendre le problème autrement. Vous êtes un service public au service du public. Votre rôle, c'est d'avertir le public de ces dangers-là. Expliquez-moi en quoi ça rend service au public de permettre les paris. Ça fait rentrer du fric chez ces sociétés-là, mais le public lui-même, qu'est-ce qu'il en a? Il n'en a rien, il se fait plumer tout simplement. Ce sera peut-être la conversation tout à l'heure, parce qu'il paraît que beaucoup de gens jouent déjà dans des événements privés. Démétrio. Moi, je partage votre avis. En même temps, quand vous dites le service public, ici, il y a une autorisation, une licence qui est donnée par le service public parce que ça rapporte de l'argent. Et vous savez que dans ces temps budgétaires difficiles, il faut rentrer de l'argent. Le dernier mot, Baudouin, ce sera une pression supplémentaire sur les sportifs en matière de matchs truqués, en matière d'approximation des résultats? Mais non, pas du tout. Ils sont très loin de ça. Ils n'ont pas besoin de ce genre d'organisation complémentaire par rapport au paris. Vous savez, ils sont à X kilomètres de là, donc je pense pas que ça va jouer sur quelques paris faits en Belgique. Il y a 3 débats sur la table. Merci, messieurs. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Jean-Marc, RTBF Mobile Info.
Oui, avec toujours des soucis sur le 19 Valenciennes-Mons à hauteur de Saint-Guilain où un accident s'est produit au kilomètre 69 en direction de Mons. En ce qui concerne les grands axes vers Bruxelles, ça coince toujours sur le 411 venant de Namur entre Overijse et Léonard. Le 40 venant de Liège à partir d'Asrode jusqu'à Kreinem. Sur le ring, de moins en moins de monde. Quelques ralentissements sur le ring extérieur entre Waterloo et Léonard vers Zaventem. Même si vous êtes parfois à l'arrêt, ça reprend assez rapidement. Les choses vont s'arranger. Sur le ring intérieur entre Anderlecht et Grimbergen vers Zaventem, dans l'ensemble des tunnels de la capitale, et sur la N25 aussi Nivelles-Courbet entre Genappe et Cours-Saint-Étienne avec 5 à 6 km de fil en direction de Courbet. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Nous avons 3 débats sur la table. Quelle stratégie en France si le FN est sur le point de gagner la mairie au second tour? Est-ce qu'on laisse voter ou gauche et droite doivent donner un ordre aux électeurs? En débat, le Palais doit-il communiquer clairement sur l'hospitalisation de Laurent? Et puis la Belgique qui autorise des bookmakers mobiles dans les salles et les cafés qui retransmettent les matchs de foot. Est-ce que c'est une bonne idée? 070 233 466. Braine-le-Comte. Bonjour Alain. Bonjour. Et vous souhaitez aller plus loin sur le risque Front National en France. Si le FN est sur le point de gagner, est-ce que la gauche et la droite doivent donner des ordres aux électeurs ou on laisse l'électeur faire? Pour moi, on doit laisser l'électeur faire. Il faut que la démocratie puisse jouer véritablement. Ou sinon, ça signifierait dans ces cas-là qu'à chaque fois qu'il y a un risque d'apparition du FN, eh bien, que ce soit les candidats de gauche ou de droite, ils se disent j'ai un vivier d'électeurs à gauche ou à droite qui est suffisant pour les barrer. Oui, mais il y a une notion, il y a ce qu'on appelle le Front démocratique. En France, ils appellent ça le Front démocratique. Et donc Jean-Marc Ayrault dit au nom de ce Front démocratique, dans les communes concernées, eh bien là, la gauche doit inciter à voter pour la droite, ou la droite doit inciter à voter pour la gauche, tant pis si ce sont des concurrents d'habitude. Mais là, le Front démocratique, c'est gauche et droite doivent voter l'un pour l'autre. Oui, on verra bien. À mon avis, on verra ce genre de situation au cas par cas. Ça m'étonnerait que tous les candidats, qu'ils soient de gauche ou de droite, agissent le doigt sur la couture du pantalon. Ça va se faire au cas par cas, à mon avis. Et de toute façon, en cas de triangulaire, c'est plus la droite qui a à perdre que la gauche. Mitterrand a bien utilisé ça en son temps. Commenter l'attitude de l'UMP, est-ce que c'est de la lâcheté ou c'est du raisonnement? L'UMP dit ni. Nous, on va pas désister nos candidats même s'ils n'ont pas de chance de gagner. Et on va pas inciter à voter pour la gauche. On laisse faire même si c'est un candidat Front National qui obtient la mairie. Pour moi, je trouve ça tout à fait logique. C'est le jeu de la démocratie. Si à chaque fois je ne suis absolument pas pour les idées du Front National, il ne faut pas se méprendre là-dessus, mais la démocratie doit pouvoir jouer son jeu et pas avoir d'interférence pareil au niveau d'élection. Mais donc ça veut dire qu'on assiste alors à la montée du Front National et qu'on ne peut rien y faire? Mais de toute façon, si on assiste à la montée du Front National, c'est qu'en amont, il y a d'autres problèmes. Donc ça veut dire, comme le disait un de vos interlocuteurs tout à l'heure, c'est un vote sanction. Si on dit vote sanction, c'est qu'il y a un problème au niveau de la politique elle-même. Et c'est pas en se cachant, en se tapant la tête dans le sable, en disant de toute façon j'ai mon vivier à gauche ou mon vivier à droite, je peux quand même passer, ou bien c'est pas le Front National qui va passer. On ne réglera jamais les problèmes de la politique. Est-ce que ça veut dire que l'arrivée du Front National, ça s'empêche avant ou après, mais qu'au moment du vote, ça ne s'empêche pas? Alain Braine-le-Comte, vous souhaitez laisser faire les électeurs, pas de consignes venant de gauche ou de droite. Positionnement ce matin dans cette stratégie. On va marquer une pause et dans un instant, Marie-Christine nous dira à deux si on doit tout savoir sur le Prince Laurent. Cuisine Créfelle. Nos conditions Batibow se savourent encore. Moins 25% sur toute votre cuisine. Et le montage est gratuit. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Envie de voir votre quartier devenir plus agréable à vivre, plus respectueux de l'environnement et plus solidaire? Participez à l'appel à projet Quartier durable citoyen et gagnez un budget et un accompagnement pour votre quartier. Info sur bruxellesenvironnement.be. Ensemble, faisons de Bruxelles une ville durable. Les VO Spring Sessions présentent Rodriguez, Seun Kuti, Melingo, Pat Metheny Unity Group. Plus de 50 concerts à découvrir sur vospring-sessions.be. Un festival la 2 avec le Vif Express, la dernière heure les sports et Vivacité. vospring-sessions.be. Parce que nous sommes soucieux de vous transporter toujours mieux et plus rapidement. Parce que chaque jour nous pensons à votre confort. Parce que personne n'aime attendre.
nous augmentons les fréquences sur pas moins de 7 lignes de tram et 25 lignes de bus. Plus que jamais, votre vie en ville passe aussi par la STIB. La STIB, bougeons mieux. Plus d'infos sur stib.be. Et au 070 233 466 sur la table, il y a donc la Belgique qui autorise des bookmakers mobiles dans les salles et les cafés qui retransmettront les matchs de foot. Le pari au cœur de l'événement. À ce propos, Marie? Et je viens d'avoir Justin de Mons qui voudrait aller plus loin donc c'est sur ses paris en direct pour les matchs de foot. Lui n'a jamais parié, mais il trouverait ça sympa de pouvoir le faire en regardant le match. La seule chose qui lui fait un petit peu peur, ce sont les mouvements de foule. On imagine par exemple, c'est ce qu'il me disait, qu'une équipe a clairement le dessus sur l'équipe adverse et marque. Les supporters vont certainement se précipiter pour parier en même temps et ça va créer des conflits. Le temps qu'on prenne un pari, le goal suivant sera déjà mis, imaginons. Ça va évidemment énerver les supporters, ça risque vraiment de dégénérer. Donc il voudrait qu'on en débatte ce matin. Le SMS de Pierre qui est à Nivelles ce matin. Benjamin, attention à l'addiction au jeu. Tous ceux qui se sont fait interdire de casino seront tentés de rejouer et il n'y aura personne pour vérifier qu'ils sont interdits. Signé Pierre par SMS au 3063 et puis également par message interposé. Benjamin, je suis gérant d'un café. Comment peut-on faire pour devenir bookmaker officiel ? Ce qui sous-entend donc qu'il y a peut-être une demande dans les cafés, dans les établissements, dans les salles, dans les événements où on retransmet en général des matchs de foot. Le bookmaker mobile au cœur de l'événement. Bonne idée ou pas ? 070 233 466. Nous sommes à Theux. Bonjour Marie-Christine. Oui, bonjour. Et vous souhaitez aller plus loin sur l'hospitalisation du prince Laurent. Est-ce que le palais doit communiquer clairement et nous dire tout ce qui se passe ? Moi, je dis non parce que le prince, je rejoins l'avis de la personne qui est sur votre plateau. Le prince Laurent, pour moi, n'a pas un rôle décisif dans le fonctionnement n'occupe pas un rôle principal en Belgique. Et je crois qu'à partir du moment où on parle de maladie, ça rejoint la vie privée. Oui, mais ça, c'est la version de Baudouin. La version de Démétrio, c'est un personnage public qui reçoit une dotation et donc il y a un effort de transparence. Et alors ? Non, je crois qu'on le palais informe, parce que justement, s'il ne le faisait pas, que feraient les médias si jamais demain on dit attention, le prince Laurent est à Saint-Luc ou Dieu sait où, et on ne sait pas pourquoi. Eh bien là oui, il y aura du chou gras à se faire, et les médias vont y aller, mais on nous a caché quelque chose. Non, je ne crois pas. Oui, mais je fais les cas de figure, sachant qu'il y a des activités officielles et qu'il reçoit une dotation, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se poser des questions ? Le problème c'est quoi ? C'est qu'il ait une dotation, c'est ça le problème. Il est où le problème ? Que le prince Laurent soit et dit qu'il était fatigué, ou bien le problème il est qu'il a une dotation. Et c'est deux problèmes tout à fait différents. Ah mais je vous fais les questions sur la table. Comme il y a antécédent, certains se demandent avec cette faiblesse psychologique si on n'est pas en droit de se poser des questions sur sa manière de gérer et les activités officielles et les dotations. Mais il n'est pas seul certainement à gérer, il y a une équipe derrière lui. Lui, il n'est jamais qu'un représentant, c'est pas lui qui gère tout ça. On va pas lui laisser tout faire, ça je n'y crois pas. Ce qu'il y a, je crois que le prince Laurent est un petit peu le mauvais canard de la famille royale, et je crois qu'en Belgique, il y a des tas de gens qui souhaiteraient que la famille royale ne soit plus là, et que le fait que le prince Laurent soit malade ou pas, tout le monde s'en fout en réalité. Je vous donne un contexte. Il y a cette phrase qui court, l'histoire ne dit pas s'il l'a réellement prononcée, mais l'histoire est reprise partout. Le prince Laurent aurait dit, puisque je reçois moins d'argent, le pays aura moins de ma part. Connaissant ce contexte, est-ce que le palais ne devrait pas faire un effort de transparence urgent ? Non. Écoutez, moi je suis désolée, si demain on me dit que je gagne moins, peut-être que je vais faire la même chose, hein. Je vais dire, écoutez, je gagne moins, moi aussi je refais moins. Non, je crois qu'il ne faut pas lui accorder plus d'importance qu'il n'en a. Il n'a pas, le prince Laurent n'est pas l'élément principal de la famille royale. Et je crois qu'aussi on lui donne un rôle, c'est une manière de dire qu'il existe, quoi. Parce qu'en fin de compte, le prince Laurent, excusez-moi, mais à part la protection des animaux et tout ça, je ne vois pas très bien où il a vraiment été quelqu'un de très important, ou qu'il a fait quelque chose ou posé un acte qui a changé la vie du pays. Pour bien comprendre, Marie-Christine, vous ne voulez pas savoir parce que c'est un petit personnage public ou parce que vous avez de l'affection pour lui ? Oh, je ne dis pas que
que je n'ai pas d'affection pour lui. Je dis que ça n'a aucune importance de savoir si le prince Laurent est fatigué ou pas. Ok, aucune importance de savoir s'il est fatigué ou pas. Faut-il communiquer clairement sur l'hospitalisation, les raisons de l'hospitalisation, peut-être aussi pour mettre fin à des rumeurs sur un état psychologique dit fragile. Sauf qu'à ce stade, beaucoup de rumeurs mais peu de confirmations. Merci Marie-Christine. Châtelineau nous appelle. Bonjour Michel. Bonjour. Vous qui êtes joueur de temps en temps, vous souhaitez aller plus loin sur la Belgique qui autorise des bookmakers mobiles dans les salles et les cafés qui retransmettent des matchs de foot, au cœur de l'événement. Est-ce que pour vous, le joueur, c'est une bonne chose? Non. Non, parce que, comme je sais, en gros, quelqu'un qui est interdit de casino, dans ces genres de salles-là, est-ce qu'on va lui demander sa carte d'identité? Est-ce qu'il a le droit de jouer ou pas? Ah, c'est le SMS de tout à l'heure. Certains se disent que ça va relancer dans le jeu ceux qui se sont fait interdire de casino. Voilà, parce que si vous êtes en train de boire un verre avec un ami tranquillement, et puis que vous regardez un match, et puis la tentation elle sera là, est-ce que vous allez tenir à la tentation? La question est là, s'il n'y a pas d'interdiction. Il paraît, donnez-nous le constat de terrain, il paraît que jusqu'ici, dans les événements, ou dans les grandes salles, ou dans les salles de fête où il y avait des matchs et des événements, il y avait déjà des gens qui prenaient les paris. Mais c'était un peu tout le monde et personne, tout et n'importe quoi. Ouais, ça peut n'importe quoi. Maintenant, je veux dire, quand on va dans une société qui fait des paris déclarés de l'Adbrook, pour pas le nommer, on n'a jamais demandé une carte d'identité à personne. Donc, il n'y a aucune interdiction de jeu pour ces gens-là. Vous pariez de temps en temps sur le foot, Michel? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Alors imaginez-vous dans un événement, écran géant, dans l'ambiance, il y a un bookmaker qui a une petite table près du bar. Vous y allez? Ben, je peux vous le dire en gros. Hier, je suis allé voir clairement le match Barcelone, Real de Madrid-Barcelone. Et j'étais dans une salle où il y avait plein de monde. Je pense que c'est un bookmaker, les gens auraient parié. L'ambiance était énorme, quoi. Et ça vous aurait incité à parier plus d'argent ou vous auriez pu vous limiter? Moi, j'aurais pu me limiter, mais certaines personnes, je pense, ne seraient pas limitées. Donc si on se résume, il y a un danger eu égard à l'adrénaline ou il n'y a pas de danger? À l'adrénaline. Puis il y a aussi la compétition vis-à-vis de son copain qui supporte le club adverse. Mais donc la commission des jeux de hasard qui attribue ses licences à des bookmakers mobiles, elle fait une gaffe, une erreur? Une grosse erreur, ouais. C'est pas plus pratique, c'est pas un bon service, c'est une gaffe. Le seul service que ça rend, c'est faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est le seul service que ça rend aux gens. Vous savez, quand on joue à un pari sportif, on sait bien qu'on a perdu. On joue pour gagner, mais à la base, on sait que le perdant, là c'est facile, tout le monde gagnerait, vous comprenez? Et la phrase vient donc d'un joueur, puisque vous jouez de temps en temps en agence Ladbrokes, vous nous l'avez signalé il y a un instant. Merci Michel Châtelineau. Regard sur ce qui va se passer et comment les parieurs vont s'entraîner les uns et les autres. La preuve avec cet après-midi Real Madrid-Barcelone que vous avez vécu hier. On marque une nouvelle pause. Et puis la stratégie pour éviter qu'un maire FN supplémentaire fasse son apparition en France. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Après la pub, c'est vous qui le dites, revient sur Vivacité. Viva Bruxelles et les Halles présentent la foire attraction. Venez vivre des sensations fortes en famille. Une pyramide Maya, des tipis, des oubliettes, une caverne à monstres, un tremblement de terre. Plus de 15 attractions à découvrir du 28 au 30 mars. Plus d'infos 02 218 2107 ou halle.be avec le soutien du journal Le Soir. Vivacité présente Bois et Habitat, le salon de référence en construction, aménagement et mobilier en bois. 180 exposants, une expo design bois et matière, un espace formation et métiers, des conférences, un kids corner, un Namur Expo du 21 au 24 mars. Nocturne le 21, Ladies Day le 24. Infos et réductions sur bois-habitat.com avec le journal Le Soir. À partir du 1er avril, la TVA sur l'électricité passe de 21 à 6%. Ah c'est une bonne nouvelle ça. Mais pour le gaz, la TVA ne baisse pas. Ouais, il faut pas rêver non plus. Chez Essent.be, nous pensons qu'il est possible de faire mieux. Tout à fait d'accord. Et c'est pourquoi nous offrons... Oui, je suis curieux de savoir quoi. Le même avantage TVA sur le prix du gaz. Alors moi je dis bravo. Devenez maintenant client chez Essent.be pour le gaz et l'électricité et bénéficiez aussi pendant 1 an du même avantage TVA sur le prix du gaz. Conditions sur Essent.be ou au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Mon poussin, tu finis ta tartine avant de quitter la table. C'est jamais fini tant que tout le monde n'a pas été éliminé. Tuez-les tous! Vos enfants subissent peut-être une mauvaise influence. La télé, un membre de la famille à surveiller. Signalétique et code parental sont à votre service pour protéger la sensibilité de vos enfants. Respectez-les. Plus d'infos sur surveillerlatélé.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Spectacle, sport, passion. Avec la DH, soyez sur la grille de départ. Revivez la carrière de Valentino Rossi et collectionnez toutes les motos qui ont fait sa légende. Des reproductions exclusives de grande qualité à l'échelle 1/18e en exclusivité avec la DH. Valentino Rossi, toutes mes motos. Le numéro 2, la Honda NSR 500, 7,99€ seulement. La DH, c'est du direct. Et au 072 33 466, sur la table, il y a donc cette interrogation autour du prince Laurent hospitalisé. Le palais doit-il communiquer clairement? On parle, oui, d'hospitalisation, oui, de grosse fatigue, mais le palais doit-il être clair avec communiqué écrit noir sur blanc? À ce propos, Marie. Marie de Pallisol a appelé, elle aimerait aller plus loin dans le débat sur le prince Laurent. Elle est assez remontée d'entendre les mots grosse fatigue. Elle trouve ça grave qu'on parle d'un homme épuisé. Elle me disait, ou il est dépressif, alors il faut appeler un chat, et donc le dire, il est dépressif, ou il a une autre maladie, et il faut la nommer. Mais parler d'un homme épuisé, alors qu'on sait dans quelles conditions il vit, c'est un petit peu limite pour elle. Elle n'a pas envie de le plaindre, elle travaille à temps plein, et elle s'en sort à peine, donc elle n'a pas de pitié pour le prince, et voudrait, bien évidemment, qu'on en parle aujourd'hui. Elle n'est pas suivie au 30-63, puisqu'on lit ceci dans la bouche d'Yvette. Benjamin, je pense, moi qui ai vécu une dépression très difficile à vivre pour le conjoint, qu'il faut arrêter et laisser le prince Laurent se refaire. Il a déjà vécu des émotions comme tout un chacun. En déprime, on n'est jamais guéri. Laissons-le, c'est le message d'Yvette envoyé au 30-63. Laissons le prince Laurent. Mons en ligne, bonjour Nicole. Bonjour Benjamin. Et vous souhaitez aller plus loin sur la stratégie anti-Front National en France. Que faut-il faire? Donc au second tour des élections municipales, soit on laisse les électeurs voter, soit il faut absolument que le PS ou l'UMP donne une consigne en disant électeur PS, vote pour ton ennemi de l'UMP, ou inversement, électeur UMP, vote pour ton ennemi du PS. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien écoutez, moi je rejoins la majorité des auditeurs de ce matin. Je crois que le lecteur est suffisamment intelligent et si il procède à un vote qu'on peut considérer d'une certaine manière comme contestataire en votant pour le Front National, c'est par rapport à la politique menée par la gauche depuis 2 ans. Voilà. Oui, mais le vote contestataire, ok, il est fait là au premier tour, mais on pourrait imaginer maintenant qu'on dise à l'électeur, votre signal, vous l'avez envoyé au premier tour. Maintenant, au deuxième tour, ne laissez pas des maires FN s'installer à la tête de la mairie. Non, moi je dis que peut-être qu'il faut voir en situation. Laissons-les s'installer, ça fera réfléchir le pouvoir en place. Et les partis traditionnels qui justement souvent ont l'heure de se foutre royalement du monde une fois au pouvoir. Donc je crois que c'est une façon, je veux dire que comme disait Marine Le Pen, et je ne soutiens pas spécialement le FN, mais c'est le troisième, ça sera finalement le parti avec lequel il faudra compter. Et je crois que 2014 est un tournant dans l'histoire de la politique. Mais quand vous dites laissons-les s'installer, que ce soit clair, c'est parce que vous avez une sensibilité proche d'eux ou parce que vous voulez faire le coup de poker? Peut-être que les mairies seront mal gérées et que dans 5 ans on les mettra dehors. Disons qu'on les jugera en connaissance de cause. Oui, je crois que le coup de poker est nécessaire. Je n'ai pas dit que je partageais toutes les thèses du FN, pas du tout, mais quand on voit ce que nous apportent les partis traditionnels, il est peut-être temps aussi de changer. Et de mais un coup de poker de 5 ans, Mais écoutez, quand les Français ont emmené au pouvoir le PS en 2012, ils l'ont eu pour 5 ans. Et pour l'instant, après 2 ans, c'est déjà la catastrophe. Mais alors, ce dont parle Jean-Marc Ayrault et que les Français utilisaient beaucoup jusqu'ici, ce qu'ils appellent le Front démocratique, les forces républicaines. Ils viennent toujours moraliser les électeurs. Ils viennent toujours les considérer comme des petits enfants dans une cour de récréation qu'il faut essayer de rediriger vers certaines classes. C'est fini, je crois, ça. Cette mentalité, elle est complètement dépassée. Mais suivez le raisonnement. Vous me dites, on les laisse s'installer. Il y a peut-être un jeu qui est tout double, on les jugera en connaissance de cause. Mais si on laisse le FN s'installer maintenant et que ça fonctionne plus ou moins bien, c'est la voie royale vers les présidentielles en 2017. Ah, qui sait? Bon, je n'ai pas dit qu'à mon avis, je ne crois pas que ça va aller jusque-là. Mais bon, disons qu'on peut essayer de voir, à partir du moment où on veut essayer de prendre les sommets du pouvoir, qu'on a envie qu'une certaine catégorie de la population vous plébiscite, pourquoi ne pas faire l'épreuve, ne pas aller à l'épreuve du pouvoir, l'exercice du pouvoir, pardon, et comme ça on pourrait être jugé en connaissance de cause par la majorité des Français. Alors ce sera à vous, si c'est la conversation qui s'impose, de nous dire si le coup de poker, on les laisse s'installer, puis on voit, vous nous direz si c'est un trop gros risque pour la démocratie ou pas. Nicole, en tout cas à Mons, vient de trancher la question. Chaudfontaine en ligne, bonjour Nancy. Bonjour. Vous souhaitez aller plus loin sur l'hospitalisation du prince Laurent. Est-ce que vous demandez ce matin au palais de sortir un communiqué écrit noir sur blanc? Non, du tout. Du tout. Je trouve ça franchement c'est injuste, quoi.
C'est juste parce que je ne pense pas que l'avis médical a à voir là-dedans si le prince Laurent n'est pas bien. Voilà. Je pense que c'est une grosse fatigue. Voilà. Comme ils l'ont dit, une grosse fatigue, une dépression, je pense. Oh, mais si vous me dites on ne veut rien savoir, est-ce que vous considérez que le prince Laurent est un citoyen lambda comme tous les autres? Comme tous les autres, monsieur. Attendez. Mais il a une fonction, il a une existence protocolaire, il a une fonction, il a une dotation. Je ne pense pas que ce soit utile de le mentionner, de le dire. Il a, comme tout être humain, besoin d'être soigné. C'est tout. Voilà. Mais vous pourriez au minimum demander au palais de sortir le communiqué officiel disant oui, il est hospitalisé. Non. Même ça, vous voulez pas en communiqué officiel? Non, je le ferai pas. Moi, personnellement, je ne demanderai pas. C'est quand même, il a une vie de famille, il a ses enfants, il a tout quoi. Non, c'est personnel, je pense. Et quand certains disent oui, mais lui aussi utilise les médias quand il utilise l'agence de presse belga pour souhaiter un bon anniversaire à Claire. Oui, mais je pense que, écoutez, je pense qu'il n'a pas d'autre choix non plus que de le faire comme ça. Il peut pas souhaiter un bon anniversaire autrement à sa femme qu'en utilisant l'agence belga? Peut-être aussi, mais je ne pense pas que voilà. Et à ceux qui disent je demande pour le prince Laurent la transparence, la même que celle qu'on applique au roi, à ceux qui disent ça? Non, je pense pas. Franchement, non. Vous avez de l'affection pour le prince Laurent? Du tout. Je ne suis pas pour la monarchie du tout. Mais je ne pense pas que ce soit utile de le faire. Ah, donc c'est pas pour des raisons affectives. Voilà pourquoi je vous pose la question, pour être sûr du positionnement de ce matin. Merci de nous avoir rejoints. Ce sera peut-être une conversation que nous mènerons juste après les infos. Jusqu'où le palais doit aller dans la transparence sur celui qui n'est pas régnant ou sur celui qui n'est pas prince héritier. À tout à l'heure après les infos. Et si vous preniez la vie du bon côté? Merci à Mozart pour la musique qui est passée à la radio. Merci à Mère Nature pour ses beaux arbres. Enfin voilà, certains jours c'est plus compliqué à trouver. Voilà, il fait plus noir. Prendre la vie du bon côté, c'est facile. Il suffit d'allumer la radio. De 13h à 15h sur Vivacité. Vous écoutez Viva, il est 10h. Et on s'informe avec Simon Gérard. Bonjour Simon. Bonjour Benjamin, bonjour à tous et à toutes. Raphaël Warny refuse de comparaître à son procès, un procès qui devait débuter ce matin aux assises de Liège. Procès inédit puisque cet homme est accusé d'assassinat avec circonstances aggravantes d'homophobie. C'est une première en Belgique. Les faits, pour rappel, ont eu lieu en 2012. Raphaël Warny a frappé à l'aide d'un marteau un sexagénaire dans le parc d'Avroy à Liège. L'entreprise de télécom Yourcall demande la faillite. C'est l'entreprise elle-même qui l'annonce aujourd'hui. Yourcall, ce sont des magasins spécialisés en téléphonie, en particulier 34 points de vente dans les magasins Carrefour. La faillite pourrait entraîner la perte de 135 emplois. Barack Obama est aux Pays-Bas. Il a atterri ce matin à Amsterdam. C'est le début d'une visite de quelques jours en Europe. Il participera aujourd'hui et demain à plusieurs réunions, dont un sommet du G7 qui doit traiter de la situation en Ukraine notamment, avant de se rendre en Belgique mercredi. En Égypte, 529 membres des Frères musulmans ont été condamnés à mort aujourd'hui pour différents chefs d'accusation, dont celui de meurtre. 16 autres personnes ont été acquittées. Ce procès s'est déroulé dans la ville de Minya. Cette ville a été le théâtre de violences après la destitution de Mohamed Morsi, le protégé des Frères musulmans. Les Frères musulmans qui sont classés organisation terroriste depuis décembre. Les accusés ont fait appel de la décision. Un avion Malaysia Airlines a été obligé de se poser suite à des problèmes électriques. L'appareil reliait Kuala Lumpur à Séoul. Il a dû atterrir à Hong Kong, mais sans problème. Toujours pas de traces, par contre, de l'avion Malaysia Airlines qui a disparu le 8 mars dernier. Un avion chinois avait repéré des objets suspects dans l'océan Indien, mais impossible de confirmer pour le moment qu'il s'agit bien de l'appareil en question, malgré la présence d'un avion de reconnaissance très perfectionné. La marine américaine, par ailleurs, a annoncé qu'elle allait mettre à disposition un localisateur de boîte noire si l'épave du Boeing peut être retrouvée. La météo, de larges éclaircies un peu partout chez nous en Belgique, mais l'une ou l'autre averse n'est pas à exclure. Dans l'est du pays, les températures oscilleront entre 5 et 10 degrés cet après-midi.
10h02, RTBF Mobile Info, c'est avec vous Jean-Marc Frel. Oui, et les suites d'un accident sur le 19 Valenciennes-Mons, à hauteur de Saint-Guilain. Une bande de circulation est toujours neutralisée. Il n'y a pas d'énormes conséquences sur le trafic, mais tout de même des ralentissements au kilomètre 69 en direction de Mons. Les derniers ralentissements vers Bruxelles sur le 40, venant de Liège, entre Asrode et Kreinem. Sur le ring extérieur, entre Oulart et Tervuren vers Zaventem. Pour le ring intérieur, entre Grand-Bégard et Grimbergen vers Zaventem. Dans Bruxelles, uniquement dans le tunnel Riers-Centre vers le centre. Et du côté de la N25, ça diminue quelque peu. Nivelles-Corbet, entre Genappe et Cour-Saint-Etienne, il y a un chantier qui vous gêne, mais toujours 4 km de fil en direction de Corbet. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 10h03, c'est vous qui le dites et c'est avec vous Benjamin Maréchal. Oui, voici la suite de C'est vous qui le dites. Merci Simon. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Quelle stratégie en France? Si le FN est sur le point de gagner la mairie au second tour, est-ce qu'on laisse voter? Ou gauche et droite doivent donner un ordre aux électeurs? En débat, le palais doit-il communiquer clairement sur l'hospitalisation du prince Laurent? Et puis la Belgique qui autorise des bookmakers mobiles dans les salles et les cafés qui retransmettent les matchs de foot. Est-ce que c'est une bonne idée? 3 débats Marie Charrette au 070 233 466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur la percée du FN lors des élections municipales de ce week-end en France. À Hénin-Beaumont, le candidat FN est passé carrément au premier tour et au second tour, le FN risque de passer dans plusieurs villes françaises. On vous demande s'il faut influencer le vote, c'est-à-dire empêcher le passage du Front National, ou alors laisser le choix aux électeurs. Ah oui, à Hénin-Beaumont, l'affaire est déjà pliée, l'affaire est écrite, un maire Front National. Mais ailleurs, dans des villes comme Béziers, Perpignan, Fréjus, Forbach et d'autres, le second tour effectivement s'annonce décisif. Et c'est là qu'il faut y mettre un peu de stratégie. Pour contrer le FN, les socialistes de gauche doivent-ils demander aux électeurs de voter UMP à droite? Et vice-versa, gauche et droite doivent-ils demander à leurs électeurs de voter pour l'ennemi de toujours? Tout ça pour faire barrage. 2 positions qui s'affrontent. Hier, l'UMP a dit ni, on ne se désiste pas et on n'appelle pas à voter à gauche, on laisse faire. Et à gauche, là par contre, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a dit que l'ensemble des forces démocratiques et républicaines avaient la responsabilité d'empêcher une victoire FN. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Pour moi, on doit laisser les électeurs faire. Il faut que la démocratie puisse jouer véritablement. On laisse faire, même si c'est un candidat Front National qui obtient la mairie? Pour moi, je trouve ça tout à fait logique. C'est le jeu de la démocratie. Si à chaque fois je ne suis absolument pas pour les idées du Front National, il ne faut pas comment se méprendre là-dessus, mais la démocratie doit pouvoir jouer son jeu et pas avoir d'interférence pareil au niveau d'élection. Si le Front National est sur le point de gagner la mairie au second tour, on laisse voter ou gauche et droite doivent donner un ordre aux électeurs? 070 233 466, SMS 3063. C'est vous qui le dites. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling away. This means so much.
Tutu, Cats on Trees, Siren's Call. Il est 10h08 et vous avez donc choisi d'aller plus loin sur un commentaire au lendemain de ce premier tour des élections municipales en France. Quelle est la bonne stratégie? Vu la percée du Front National, quelle est la bonne stratégie pour empêcher des maires Front National à l'avenir? Est-ce que le gauche et droite doivent donner des consignes précises, voire même des ordres à leurs électeurs? Dans un instant à Liège, eh bien Pierre viendra dire ce que doivent faire les Français. Il leur reste une semaine pour influencer le cours des choses. À partir du 1er avril, la TVA sur l'électricité passe de 21 à 6%. Ah, là, j'applaudis. Mais pour le gaz, la TVA ne baisse pas. Ah bah oui, faut pas rêver, hein. Chez Essent.be, nous considérons qu'il s'agit d'une opportunité manquée. Eh ben c'est bien vrai, ça. Et c'est pourquoi nous offrons Ouais, un autocollant, sans doute. le même avantage TVA sur le prix du gaz. Oh, bah fiesta alors. Devenez maintenant client chez Essent.be pour le gaz et l'électricité et bénéficiez aussi pendant 1 an du même avantage TVA sur le prix du gaz. Conditions sur Essent.be ou au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. La 2 en télé. La Coupe du Monde 2014 débutera bientôt sur la RTBF. Mais commencez déjà le voyage vers le Brésil avec une carte postale des pays qualifiés pour la compétition. Découvrez les adversaires qu'affronteront nos Diables Rouges avec Destination Brésil dès ce lundi soir sur la 2. Viva 072 33 466 et par SMS au 3063. Si le FN est sur le point de gagner la mairie au second tour, on laisse voter ou on donne un ordre aux électeurs. Liège nous appelle. Bonjour Pierre. Bonjour. Gauche et droite doivent donner un ordre pour faire barrage ou vous laissez l'électeur voter, même FN s'il en a envie? Pour moi, ce n'est pas donner un ordre aux électeurs, c'est donner un éclairage aux électeurs, les éclairer sur les choix, sur les enjeux qui se présentent à eux. Oui, mais vous jouez sur les mots. Un éclairage, c'est un ordre, ou une consigne, c'est la même chose, non? Oui, disons, même si, à supposer que ce soit la même chose. L'important ici, c'est de savoir que lorsque les partis politiques font une campagne, en invitant les électeurs à les considérer comme les meilleurs, ils ne manquent pas de respect envers ces électeurs. Alors, ceux qui prétendent que donner un mot d'ordre aux électeurs pour qu'ils ne votent pas le Front National, prétendre qu'ils manquent de respect envers les électeurs, c'est tout à fait une aberration. Je ne suis pas d'accord avec cette considération. Oh, mais influencer le vote ou dire à un électeur, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, je vous éclaire sur la bonne manière de faire. Est-ce que c'est pas un peu paternaliste? Non, on ne leur dit pas qu'ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. On leur donne un éclairage approprié pour qu'ils ne soient pas dans la confusion au moment de faire leur choix. Vous voulez pas commenter ce qui s'est passé? On les invite aussi à voter ce parti en question. Voilà, moi, en tant que tel parti, je vous invite à nous voter, à nous accorder vos suffrages. Mais alors imaginons, Pierre, on va le faire concret. Donc imaginons des villes où au second tour, le Front National a une chance de faire quelque chose. Hier, il y a Jean-Marc Ayrault, Premier ministre socialiste, qui a dit « L'ensemble des forces démocratiques et républicaines doivent empêcher une victoire Front National ». Ça, c'est un éclairage, c'est une consigne ou c'est un ordre aux électeurs de gauche, voter pour l'UMP? Eh bien, que ce soit un éclairage ou une consigne, pour moi, c'est la même chose. Il a fait preuve de courage et d'attachement aux véritables valeurs républicaines. Alors que Copé et consorts sont des lâches, ils n'ont pas retenu l'exemple, ils n'ont pas retenu la leçon que la gauche a donnée lorsqu'on a fait voter Chirac. Mais ils sont pas lâches. Le patron de l'UMP, donc de la droite, Jean-François Copé, a dit « Je vais certainement pas appeler nos électeurs à voter pour le Parti Socialiste et encore moins à leur dire de voter pour la gauche parce que ces gens vont voter pour le Front de gauche. Et qu'en matière d'extrême, Front National et Front de gauche, ça vaut pas mieux. » Ah ben ça également, c'est une erreur que viennent de commettre également les interlocuteurs qui m'ont précédé. Parmi eux, il y en a un qui a confondu l'extrême droite et l'extrême gauche. Tout à l'heure, quand on en discutait avec Baudouin et Démétrio. Oui, voilà, exactement. C'est un oubli de l'histoire. Il faut que ces gens-là sachent que lorsque les gens détenteurs de la même idéologie que le FN ont fait pleuvoir le feu et le sang sur l'Europe durant la guerre,
eh bien, parmi les vrais patriotes européens, il y avait les gens de l'extrême gauche. Mais pourquoi vous communistes, laissez pas etc. l'histoire électorale se faire? Pourquoi vous laissez pas les électeurs français voter Front National au second tour? Ils prennent quelques mairies et puis on voit. C'était la thèse de Nicole tout à l'heure. Eh bien, l'exemple a déjà eu lieu. Ils ont déjà été responsables de certaines mairies et ça a tourné à la catastrophe. Ah, je vous dis ce qu'a dit Marine Le Pen hier sur tous les plateaux de télévision. C'était en substance, pas mot à mot, mais en substance. Vous n'allez pas nous ressortir éternellement à la mélodie des mairies des années 90. On est bien plus tard. On est maintenant en 2014. On est dans autre chose et c'est la fin de la vie bipolaire en France. Vous savez que pour l'instant en France c'est uniquement gauche-droite. Eh bien la troisième voie vient d'apparaître et enfin elle explose. Liège. Pierre, merci de vous être prononcé dans cette conversation. À Serein maintenant. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Benjamin. Vous êtes le boss de l'UMP, vous êtes le boss du Parti Socialiste en France. Vous donnez une consigne à vos électeurs pour barrer le Front National ou vous les laissez faire? D'abord, je ne peux pas prendre position par rapport en étant le patron d'un parti politique, mais je ne le suis pas. Mais maintenant, moi je pense que d'un point de vue de démocratie, on ne peut pas demander d'orienter quoi que ce soit. Déjà, de toute façon, le FN n'ira pas beaucoup plus loin parce qu'il va y avoir des coalitions. Donc, mais moi je pense déjà que ce serait déjà bafouer les premiers droits démocratiques, puisque c'est la seule fois où le peuple peut s'exprimer durant l'année. Alors si on faisait ça la seule fois où le peuple peut s'exprimer, on oriente les votes. Mais il fait toujours ce qu'il veut, le peuple. C'est ce qu'on appelle les consignes de vote, y compris au second tour de l'élection présidentielle. Un parti qui n'atteint pas le second tour donne une consigne de vote à ses partisans. Oui, peut-être bien, mais enfin moi je pense qu'on doit laisser faire, et puis voilà, c'est un peu le résultat aussi d'années de gouvernement, de certains partis qui ont vidé les caisses de l'État, qui ont été pris dans les magouilles pas possibles. Donc mais ici il y a quelque chose de particulier, c'est ce que nous disent les Français. Ici on peut laisser faire, bien sûr, peu importe le résultat de l'élection, sauf que dans ce cas-ci, c'est le Front National. Ben oui, mais bon, maintenant, on aime bien le stigmatiser. Regardez comment en Belgique, quand on parle du PTB, on essaie de sortir dans les vieux tiroirs que c'est parti d'extrême gauche, etc. Mais voilà, moi je pense que le gouvernement qui a été mis en place n'a pas fait mieux et qu'il faut laisser aussi la chance à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer. Pourtant, je ne suis absolument pas de droite, je suis fils d'immigrés. Mais voilà, mais les mots sont importants. Quand Jean-Marc Ayrault, socialiste, dit en gros aux électeurs de droite et de gauche qu'ils doivent voter pour la droite et la gauche uniquement, quand il parle de force démocratique et républicaine, ça sous-entend que le Front National ne fait pas partie des forces démocratiques et républicaines. Ben non, parce qu'on veut le stigmatiser, parce qu'on remet le Front National au Front National peut-être qu'il y avait des années 40, avec des partis vraiment beaucoup plus durs que ça. Moi je crois qu'aujourd'hui la vision d'un Front National français est quand même très proche du peuple quand même. Donc vous laissez faire, vous laissez le Front National arriver à la tête de Béziers, Perpignan, Fréjus, Forbach, pour ne citer que celle-là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On a bien laissé agir d'autres gouvernements, d'autres couleurs politiques, et qui n'ont pas réussi à tenir leur pari, et qui n'ont pas réussi à relever la France. Quand on voit dans certains quartiers français certains taux de pauvreté et parfois aussi de délinquance, je pense qu'à un moment donné... Mais le step d'après, si vous laissez le Front National arriver dans des mairies, est-ce que ça ne veut pas dire qu'à la prochaine présidentielle, on élira un président en France, Front National ? Non, je ne pense pas. Et bon, c'est la stratégie. Certains se disent qu'après le verrou qui saute au municipal, le prochain pas, c'est un Front National élu président de la République française. Ça n'arrivera jamais, parce que si on laisserait faire un truc comme ça, ça va ouvrir la porte à d'autres partis dans d'autres pays. Donc je pense que l'histoire ne veut pas se répéter. Mais je pense que c'est un signal fort aux partis en Belgique, comme dans tous les autres partis d'Europe, que ce qui se passe en France, c'est pas chez nous la France. Mais ceci dit, c'est pas la France dans ce cas-ci qui donne le signal. Le signal de la montée des extrêmes est déjà venu d'ailleurs. Autriche, Pays-Bas, Suisse, pour ne citer que ceux-là. J'entends à Serein, Patrick, qu'on n'oriente pas, il faut laisser faire. On va marquer une pause, nous irons à Namur, Thierry connaît bien le Var, connaît bien le Front National, il nous livre son analyse dans un instant, et puis on essaiera de tout reprendre à zéro. Cette histoire de premier tour, de second tour, qu'est-ce que ça implique? Ça vous permettra d'avoir tous les éléments en tête pour entrer dans la conversation.
C'est dingue! Et écoutez ça, déstockage de Fiat 500, jusqu'à 4500 € d'avantage. Et vous savez où? Chez HRL Automobile, Fiat, Alfa Romeo et Lancia. À Wavre et Nivelles. Vous aimez la mode? Le Westland Shopping vous propose les Fashion Days. Du 24 au 29 mars, profitez de prix avantageux, devenez notre hit girl ou assistez à notre défilé. Toutes les infos sur westlandshopping.be. Westland Shopping, mon shopping si proche. Après la pub, c'est encore vous qui le dites. Et au 072 33 466, ça n'a pas tardé. Marie, en cours de conversation, après avoir entendu Patrick Asserin, les commentaires ont été nombreux, y compris par SMS au 3063. Patrick nous a donc dit, s'il y a montée du Front National et l'arrivée de maires un peu partout en France, ça n'aura aucune influence sur les présidentielles et jamais on aura un président français Front National. Mais on ne le croit pas trop ici au Standard. En tout cas, Monique de Genappe vient d'appeler à l'instant. Elle m'a dit, le fait de dire ça n'arrivera jamais, eh bien c'est en disant ça que ça va justement arriver sans prévenir. Sans faire en sorte que ça n'arrive pas, eh bien c'est peut-être ça qui va faire que ça arrive justement et on va tout droit dans le mur. Elle disait quand on laisse faire un petit peu les gens, les électeurs, eh bien souvent on arrive à des choses qui ne fonctionnent pas bien. En tout cas, elle ne fait pas confiance aux électeurs et elle dit il faut peut-être se prémunir de ce genre de situation parce qu'en croyant que ça n'arrivera pas, c'est peut-être ça qui va créer la situation. Oui, le SMS au 3063 dit ceci, Benjamin, souvenez-vous de Jean-Marie Le Pen au présidentiel, c'était -1 pour ne pas dire -0,5. Ce message envoyé par Maryse au 3063. Marie, le choix à faire ce matin. Est-ce que gauche et droite doivent influencer les électeurs, doivent donner un ordre aux électeurs, doivent donner une consigne aux électeurs, puisque visiblement on ne s'entend pas sur les mots. Est-ce qu'il faut influencer? J'ai eu 2 derniers appels qui me disent effectivement oui, il faut influencer. Pourquoi? Parce que ce vote FN, c'est de l'incompréhension. C'est ce que m'a dit Robert de Petit-Rochin. C'est un vote qui est lié au ras-le-bol et à l'incompréhension. Donc il faut influencer. Parce que si c'était un vote lié à la conviction vraiment des idées FN, alors celle-là ce serait différent. Il faudrait peut-être respecter ce vote, mais là ce n'est pas le cas. Lui est persuadé que c'est de l'incompréhension. Vivienne de Boussu aussi m'a dit il faut opter pour une stratégie d'influence, influencer la vie des électeurs, leur dire pour qui voter, parce qu'elle pense elle aussi que le vote FN est lié à de l'incompréhension. Ce qui lui fait dire ça à Vivienne, c'est le fait qu'on voit que le vote FN qui augmente, eh bien ce vote augmente en même temps que le taux d'abstention. Donc il aurait fallu mieux informer les électeurs, mais maintenant que le FN est passé au premier tour, il faut dire de voter contre, que ça soit l'UMP qui encourage de voter PS ou le PS qui encourage de voter UMP. Elle me disait le parti qui pousse à voter pour l'autre camp, pour le camp adverse, en sortira grandi parce que c'est montrer le chemin vers la démocratie. Au 3063 SMS, Benjamin, le vote est libre jusqu'à preuve du contraire. C'est ce que se demande Philippe à l'instant. Nous allons à Namur dans un instant auprès de Thierry, mais d'abord Mélanie Joris, bonjour. Bonjour Benjamin. Les clés pour entrer dans la conversation, qu'on comprenne bien ce système français qui est très différent du nôtre. Nous sommes donc dans les élections communales, on appelle ça les municipales en France. Est-ce qu'un maire peut être élu dès le premier tour en France? Oui, alors dans les communes de plus de 1000 habitants, le scrutin est proportionnel. Donc si une liste remporte la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour, elle remporte l'élection et reçoit la moitié des sièges à pourvoir. L'autre moitié est répartie à la proportionnelle. C'est donc ce qui s'est passé ce week-end à Hénin-Beaumont, où Steve Rioux est élu maire avec 50,26% des votes. Donc Steve Rioux qui fait partie du Front National. Si aucune liste, par contre, n'a obtenu la majorité absolue, un second tour est organisé une semaine plus tard, donc dimanche prochain, pour les listes qui ont obtenu plus de 10% des suffrages exprimés. Ouais, et c'est là qu'on s'interroge évidemment sur le besoin de donner des consignes aux uns et aux autres. Alors il y a un terme qui revient souvent en France, ce sont les fameuses triangulaires. On dit qu'au second tour, il y aura des triangulaires, ça veut dire quoi? Oui, alors c'est un terme spécifique aux élections françaises. Il s'agit de la situation où lors du second tour, 3 partis ont obtenu le seuil de maintien et aucun des 3 ne se désiste. Donc le seuil de maintien, il est fixé à 10%. Tous les partis qui ont obtenu 10% des suffrages passent au second tour. On parle aussi de quadrangulaire lorsque 4 partis ont obtenu le seuil de maintien. C'est alors 4 partis qui se retrouvent au second tour. Habituellement,
Actuellement, lors du second tour, il n'y a que 2 partis. Eh bien, imaginons qu'au second tour, on retrouve le Front National, le Parti Socialiste et l'UMP. L'UMP a déjà dit, moi, je désiste pas à mon candidat, il va rester en course au second tour et j'inciterai pas les électeurs à voter pour le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, par contre, lui a dit, si on est dans une triangulaire, eh bien, moi, je dirais aux électeurs de voter pour l'UMP, tout du moment qu'ils ne votent pas pour le Front National. Namur en ligne. Thierry, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire les électeurs ou on leur dit de voter pour le PS s'ils sont UMP ou l'inverse? Écoutez, moi j'ai été très impressionné par l'intervention d'Alain Juppé hier soir à Bordeaux, qui a clairement donné son opinion, qui est celle de l'UMP aussi en grosse partie, et j'ai trouvé qu'il s'est exprimé avec une clarté remarquable. Alors on compare les versions pour ceux qui n'ont pas vu. Donc à droite, il y a Jean-François Copé qui dit le nini. Moi, je ne partage pas le fond, l'ADN en quelque sorte du Front National, et je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas travailler avec ces gens-là, point, punt, underline, comme on dit en Belgique. Oh, mais il y a un problème, parce que le président de l'UMP, Jean-François Copé, a dit nini, j'appelle pas à voter pour la gauche et je désiste pas de candidat. La situation est très difficile, puisqu'on est dans l'affaire des municipales, et c'est vrai que les résultats sont même parfois un petit peu surprenants. Et j'en avais parlé à votre assistante, j'ai été quand même particulièrement interpellé par les résultats de Cogolin, que quand même je pense beaucoup de Belges connaissent à l'occasion de leurs vacances dans le sud de la France. Quand vous pensez que la liste FN a fait 39% de résultats, alors que finalement... je ne vais pas dire qu'elle vient de nulle part, ce n'est pas vrai, mais enfin, c'est un résultat tout à fait surprenant. Thierry, la suite, est-ce qu'on laisse des maires FN s'installer à la tête de communes françaises? Est-ce qu'on laisse le FN s'installer? Le problème va se poser à Cogolin, ça va être très intéressant, dans la mesure où les 39% du FN vont être, opposés. C'est un exemple que nous avons aux listes droites. Il y en a 2, il y en a une qui fait 27% et l'autre qui fait 15%. S'ils s'allient, ils ont déjà une petite chance, mais si le Parti Socialiste qui lui fait 20% rejoint le mouvement, alors il gagne. Mais est-ce qu'on laisse le FN s'installer ou on donne des consignes? On ne vote pas, c'est les électeurs qui vont voter. On n'est pas là, on n'existe pas, c'est les électeurs, chacun individuellement, et ça va être vote à vote et compte à compte. Oh, mais Nicolas Mons tout à l'heure, elle a dit, on laisse le FN s'installer, on les met à l'épreuve du pouvoir. Ça, c'est aussi intéressant, dans la mesure où vous voyez que par exemple la municipalité de Toulon, qui a été occupée à l'époque par le Front National, ça s'est très très mal passé, et actuellement à Toulon, le Front National, malgré une région qui est pourtant fort favorable, le Front a toujours voté UMP maintenant. Mais ça ne me dit pas votre avis, votre sensation. Est-ce qu'on les laisse à l'épreuve du pouvoir pour 5 ans? Je pense qu'on ne peut rien faire. Il n'y a pas de honte qui existe. Il n'y a pas... il faut Jean-Marc Ayrault, il dit qu'on peut faire. Il dit que l'ensemble des forces démocratiques doivent se manifester. Comment dire, les présidents de partis peuvent me donner les consignes, mais vous connaissez les Français. Ils en font quand même que leur tête. Ah, donc donner la consigne, c'est forcément braquer l'électeur français? Ah, je crains. Moi, je crains, oui, parce que il y a des expériences antérieures, et il est clair que le blocus qui a été organisé antérieurement, il a marché, c'est bien sûr, mais je pense que maintenant il y a un désenchantement vis-à-vis de ce blocus-là, et que ce blocus actuellement est en train de se faire déborder. Et je vous signale d'ailleurs que ce blocus se fait déborder en France, mais se fait déborder dans d'autres pays, et il ne faut pas aller bien loin. Alors on en parlait tout à l'heure avec Patrick Assorin, il y a déjà des expériences et des percées de droite dans d'autres pays qui nous entourent. Donc la France n'est pas précurseur en la matière, elle est dans un mouvement, dans un contexte. Thierry, je retiens votre phrase. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Liège en ligne. Tina, bonjour. Bonjour, n'est-ce pas? Imaginons que vous soyez en France. Vous aimeriez que le patron de l'UMP, Jean-François Copé, dise aux électeurs de droite, vous devez voter pour le PS pour faire barrage au FN? Écoutez, il faut éclairer les électeurs, bien entendu, surtout les jeunes. Mais quand on dit à des gens de droite, vous devez voter à gauche, on les éclaire ou on donne un ordre? Là, c'est un ordre. Et là, il faut peut-être l'opposer. Et comment on éclaire alors, si ce ne sont pas les mêmes mots, si on joue sur les mots, comment on éclaire les lecteurs? Eh bien, avec le passé, ce qui s'est passé, et le danger qu'il peut y avoir, notamment avec le racisme. Et alors, là, ça peut très bien encore plus mal se passer qu'avec ceux qui sont au gouvernement et les partis traditionnels. Il y a une nouvelle génération, c'est ça aussi que dit le FN aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Oui. Briouat à Hénin-Beaumont
ou Marine Le Pen, c'est pas Hitler. Non, mais c'est la crise, elle est là. La crise, c'est la crise qui est là. Et les jeunes la ressentent. Et ils veulent du changement, ils veulent jouer au coup de poker, et du tant pis. Nos partis traditionnels qu'on a votés auparavant, ça ne marche pas pour nous. Il n'y a rien qui se fait. Ils en ont marre. Et ils veulent voter ou blanc, ou alors pour le FN. Ah, mais ou c'est pour pas le ce qu'a PCD. dit Marine Le Pen. Vous me dites que voter FN, c'est les jeunes qui font du poker. Marine Le Pen, elle a dit hier, c'est pas du juste vote pour sanction. pour donner des gifles aux partis traditionnels. Oui, mais Marine Le Pen dit c'est plus du vote sanction. Il s'est passé hier quelque chose en France. C'est que désormais la bipolarité gauche-droite, c'est fini. Il y a une voie intermédiaire. Non, c'est pas ça. C'est la crise qui fait ça. Regardez le passé. C'est à tout moment des périodes de crise, il y a ça. On n'a qu'à regarder le passé. Mon père me le disait. Mais qui a raison? J'ai connu la première guerre, j'ai connu la deuxième, vous en aurez une troisième. Tina, qui a raison? Vous me parlez d'un vote sanction et hier le FN a dit on n'est plus un vote sanction, on est maintenant la troisième voie, on est la voie intermédiaire. Écoutez, je ne sais pas, c'est elle qui dit ça. Moi, je n'en sais rien. J'attends voir quand il sera monté au parti. Je ne sais pas. Les promesses, des fois, ne se réalisent pas. Les jeunes le constatent. Donc, elle aussi, elle fait des promesses, elle dit, on verra. Alors, question posée ce matin au 070 233 466. On va la poser à Scarbeck d'ailleurs. Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Ce qui s'est passé hier, Alexandre, le FN est toujours un vote sanction ou le FN est devenu la voie intermédiaire? Il s'est passé quelque chose sur le fond hier en France? Mais ce qui se passe, c'est un petit peu comme il se passe chez nous. Depuis 30 ou 40 ans, il n'y a pas de réponse du politique aux problèmes quotidiens des gens. Donc les gens cherchent d'autres solutions. Malheureusement, pas la bonne, mais c'est la seule qui se présente pour l'instant en France. Donc les gens votent Front National. À partir du moment où on laisse quelques villes démontrer une fois de plus l'incapacité de ce parti à pouvoir gérer convenablement, ça va ouvrir les yeux des gens et ça va probablement permettre de ne... Mais donc, vous voulez en faire l'expérience? Vous voulez qu'on laisse les maires FN arriver au pouvoir? Mais on n'a pas le choix. Et quelle prise de risque? Non, point d'interrogation. Quel coup de poker? Non, point d'interrogation. De toute façon, si on laisse l'UMP et le Parti Socialiste s'arranger constamment à chaque élection pour empêcher le FN d'arriver au pouvoir, mais il va se passer ce qui se passe, c'est qu'à chaque élection, ils sont de plus en plus puissants. À partir du moment où ils ont la majorité absolue, on se remémore ce qui s'est passé en 1933 en Allemagne. Et alors on est parti pour la gloire. Juste un truc sur les mots, parce que vous dites si on laisse l'UMP et le PS s'arranger, c'est ce que Jean-Marc Ayrault appelle le Front démocratique et républicain. Mais oui, moi j'appelle ça plutôt le front des perdants désespérés. Ça fait 40 ans que la droite et la gauche plongent la France dans la misère. Il faut bien à un moment ou l'autre que ces gens, au lieu de répondre « Ok, on a entendu le signal, on va prendre des décisions », qu'à la limite, ils ne disent plus rien, mais qu'ils prennent des décisions cohérentes et qu'ils fassent en sorte que le pays aille mieux. Alors nous voici sur une guerre des mots. Là où Jean-Marc Ayrault parle de force démocratique et républicaine, vous parlez de front des perdants désespérés. Là où certains parlent d'ordre et de consignes, Pierre Aliège parle, lui, d'éclairage. 070 233 466. Jean-Marc pour le RTBF Mobile Info. Et situation assez calme, si ce n'est cet accident sur le 19 Valenciennes-Mons à hauteur de Saint-Guilain avec une bande de circulation neutralisée en direction de Mons. Et pour le reste, les seuls ralentissements observés sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen vers Vilvoorde. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between
between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. No, you won't. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. We all got our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together, or we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Oh, if you don't know me by now, if you don't know me. Si c'est pas le slow, Simply Red à l'instant qui est sur Viva. Au 070 233 466 à la guerre des versions, Marie. Donc d'un côté, un Jean-Marc Ayrault qui parle de Front démocratique et républicain, sauf qu'Alexandre Ascarbet, quand on lui parle d'arrangement UMPPS, il parle de Front des perdants désespérés. Qui on doit croire, Alexandre ou Jean-Marc Ayrault? Mais ce que m'a dit Hervé Gerpin, c'est que lui est plutôt d'accord avec Alexandre. Il m'a dit les mots de Jean-Marc Ayrault qui parle d'un noble front républicain, un noble front démocratique. C'est un petit peu se foutre de nous, c'est ce qu'il m'a dit. C'est de la manipulation. Donc lui, il est plutôt du côté d'Alexandre. Il parle de front des perdants, effectivement. Alors, puisque le mot qui s'impose au standard est le mot influencer, donc pas ordre ni consigne de vote, influencer, est-ce qu'influencer, c'est démocratique? Non, c'est ce que m'a dit Hugues de Welkenrad. Influencer, c'est nier la démocratie même. Voter, c'est un droit, un choix personnel. Et dire aux électeurs ce qu'ils doivent voter, eh bien, c'est les considérer un petit peu comme des enfants qui ne savent pas choisir en conscience. Ça n'a plus rien à voir avec de la démocratie. Les partis n'ont pas le droit de dire pour qui voter. C'est ce qu'il me disait. Ça lui fait penser à la phrase qu'il avait entendue. Je pense que c'est Coluche qui l'avait dit. La démocratie est trop importante pour la laisser aux mains du peuple. Et clairement, pour lui, c'est dictatorial de penser que les gens sont un petit peu trop bêtes pour savoir pour qui voter. Ah ben Mike Amons par exemple dit donner un ordre aux électeurs, ça fait penser à Pinochet et à Kadhafi. Point d'exclamation, voilà qui est dit. Et puis également par SMS au 3063, Benjamin, qu'on laisse faire les électeurs à force de les prendre pour des imbéciles, ils finiront dans la rue et ce sera la révolte et la révolution. Dernière parenthèse, Marie, on a parlé tout à l'heure à Thierry à Namur, c'était un Belge qui connaissait bien le Var, mais dans le fond, est-ce qu'on a déjà pu parler au standard à des Français de France? Tout à fait, oui, j'ai eu Christophe de Metz. Ah, on essaiera peut-être de lui parler tout à l'heure. Il est en France en ce moment? Tout à fait, oui, il est à Metz actuellement. Eh ben alors on essaie de le rappeler, mais dans l'immédiat après la pause. Evert Henri nous appelle. Facile de donner des consignes. Facile, on verra s'il y a une dose d'ironie là-dedans. Tant que certains rouleront les mains sur le volant et la tête dans les nuages. Tant que les enfants ne prêteront attention qu'aux marchands de glace. Tant que certains GPS seront plutôt du genre aventurier. Et tant que les mini-jupes seront plus belles que les jupes des voitures, Volvo fera des voitures avec entre autres un système de freinage automatique de série. En ce moment, Volvo freine aussi ses prix pour vous. Il y a déjà une Volvo V40 à partir de 19 995 €, business pack inclus. Découvrez nos conditions nettes sur toute la gamme Volvo lors des journées de découverte du 24 au 29 mars chez votre concessionnaire Volvo. Volvo, imaginez selon vous. Cantolec est paral. Cantogne est palécral. Campagne est olécral. Campagne électorale. Avec Le Soir, mettez de l'ordre dans vos idées avant les élections. Ne ratez pas notre offre d'abonnement exceptionnelle, 100 jours pour 90 €. Plus d'infos sur lesoir.be. Le soir, j'y vois clair. C'est un
Séance VIP, le meilleur du cinéma sur la une. Papa, elle est où, maman? Je sais pas. Une disparition. Je cherche ma femme, vous l'auriez pas vue? Et pas un seul témoin. Et pourtant... Ils ont trouvé du sang dans votre voiture. C'est celui de votre femme. Soirée VIP avec Yvan Attal et Pascal Elbé. RIF, lundi soir sur la une. Viva Sport, 3e mi-temps. Ce lundi à 19h, Éric Libois et ses invités reviennent sur les matchs du week-end. Qui commence? Avant, pendant ou après le match, Viva Sport, l'émotion foot. Et si vous preniez la vie du bon côté? Nous recevons ce lundi Ilios Kotsou pour son dernier livre, L'éloge de la lucidité, dans lequel il nous apprend que non, il n'est pas toujours possible d'être heureux. Non, on ne peut pas tout positiver. C'est un vrai nettoyage en profondeur de l'idée du bonheur. Venez nous prouver ce lundi que vous êtes vous aussi lucide dans votre quête du bonheur. La vie du bon côté, de 13h à 15h sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Laissez-nous vos messages dès maintenant au 070 222 660. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Nous sommes à Evere. Bonjour Henri. Bonjour Benjamin. Est-ce que des élus PS ou des élus UMP doivent publiquement à la télévision prendre position et donner une consigne de vote forcément anti-FN? Est-ce que les élus français PS UMP doivent le faire publiquement, oui ou non? C'est un peu facile de donner des consignes. Si chaque parti faisait son boulot quand il est au pouvoir, les gens voteraient sans doute pas FN. Attendez, je refais avec les mots de Pierre. Est-ce que des élus PS UMP doivent donner un éclairage? Non, pas du tout non plus. Les gens maintenant ils veulent voter FN, mais je crois pas que ce soit encore un coup de semonce. Je crois que c'est vraiment maintenant un ras-le-bol des Français pour secouer vraiment les partis au pouvoir d'habitude. Ah oui, mais alors moi, on voulait pas de faire les mêmes questions en boucle, mais on en parlait avec Tina à Liège tout à l'heure. Est-ce qu'on a eu affaire hier à un vote sanction pour le FN, ou on a eu affaire à quelque chose de neuf? Le FN est devenu la voie intermédiaire. Il n'y a plus de bipolarisation de la vie politique en France. Oui, je crois que c'est ça. C'est la troisième solution, le FN. La droite a été au pouvoir, la droite bling bling. Maintenant, c'est la gauche, avec les affaires, etc. Les gens en ont marre, ils se tournent vers une troisième solution. Mais donc, si c'est la voie intermédiaire démocratique, d'après vous, que c'est plus de la sanction, c'est une voie intermédiaire, on laisse les électeurs voter FN et on laisse le FN s'installer dans les mairies. La démocratie, c'est quand même laisser le choix aux gens. Hein. Même si c'est le Front National? Aux partis de droite et de gauche de faire en sorte de récupérer ces gens plus tard éventuellement. Mais plus tard, c'est loin, c'est dans 5 ans, et vous savez ce qui va se passer d'ici là, les présidentielles. Ça fait combien d'années que les gens donnent des coups de semonce aux partis français? Alors on va un pas plus loin. Si au second tour, le Front National prend Béziers, Perpignan, Fréjus, Forbach, et que ça se passe pas trop mal, est-ce que ça veut dire qu'à la prochaine présidentielle, la France élit un président FN? Ça c'est encore loin, comme vous le dites. Parce que je vous fais le scénario, on discute ensemble, Henri, et puis vous me donnez votre lecture des événements. Imaginons qu'un jour, au second tour de la présidentielle, il y a un PS et un Front National. On dira la même chose. Pas de consigne de vote. Électeurs, si vous voulez élire le FN, élisez le FN. Oui, je dis c'est la démocratie. Ce serait évidemment, moi je suis pas du tout pour, mais ce serait un signe de démocratie. Et aux partis traditionnels à faire leur boulot, un boulot qui sape le FN évidemment. Oui, mais alors, Jean-Marc Ayrault, c'est pas un démocrate quand il dit les forces démocratiques et républicaines doivent empêcher la victoire du FN? Il n'a pas été démocrate hier, Jean-Marc Ayrault. Mais la force démocratique de Jean-Marc Ayrault, c'est son parti, c'est son boulot, c'est le bon travail qu'il peut faire, c'est ça sa force. Mais alors qu'est-ce qu'on fait à l'UMP? Parce qu'il y a des démocrates et d'autres qui ne le sont pas. Donc le patron de l'UMP, Jean-François Copé, il dit « je donne pas de consigne ». Mais Alain Juppé dit « moi je veux pas avoir de Front National », donc en quelque sorte il donne une consigne. Ils ont raison de ne pas vouloir donner. Il a raison de ne pas vouloir donner de consignes. Et je dis encore une fois, le boulot, c'est sur leur boulot que les gens pourront changer d'avis. On ne doit pas s'inquiéter de ce qui se passe en France, nous, les voisins?
Ah, ça. Est-ce que nos partis au pouvoir travaillent bien ou pas? Ah, je pose la question des relations internationales, parce que Hénin-Beaumont, si vous connaissez la carte de Belgique, une fois qu'on passe la frontière, Hénin-Beaumont, c'est la porte à côté. C'est vraiment le pas après la Belgique. C'est là que hier, au premier tour, un maire Front National a été élu, Steve Bois. Nous sommes en France maintenant, en France à Metz. Bonjour Christophe. Bonjour Benjamin. Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous avez voté hier? Je suis belge, mais vous résident en France, et j'ai voté hier, oui. J'ai voté hier. On peut vous demander pour quelle couleur ou c'est personnel? C'est blanc. Ah, vous avez voté blanc, vous n'avez pas voté du tout. Alors, j'ai voté blanc parce que dans ma commune, il n'y a qu'un seul et unique parti. Et voilà, donc je ne me retrouve pas dans ce parti, donc ça a été voté blanc. Alors on en revient à la question qui nous préoccupe ce matin. Est-ce que vous demandez que de toutes ces forces, l'UMP change de position officielle? Est-ce que vous demandez que l'UMP, donc la droite, dise 1. Si on a le choix, on retirera notre candidat. S'il n'a aucune chance d'être élu, on le retirera au second tour. 2. Moi, UMP, je dis qu'il faudra voter à gauche contre le FN. Bon, pour moi, il faut déjà bien voir que le plus grand gagnant dans ces élections, ça reste l'abstention quand même. 39% d'abstention. Beaucoup de politiciens auraient bien voulu l'avoir dans l'escarcelle, comme on dit couramment. Hein. Ça, c'est déjà une première chose. Et deuxième chose, donner des instructions de vote, c'est un peu appeler les gens à voter contre nature. Donc c'est un peu faire ce qui se passe depuis très très longtemps en France, c'est prendre les gens pour des abrutis. Et moi je note, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis résident français... Attendez, parenthèse, voter contre nature quand c'est voter pour la démocratie, ça vaut le coup, non? Quelle démocratie? Le Front National est un parti démocratique comme un autre. Ah ben moi je vous donne la lecture du PS et de l'UMP qui disent il faut voter pour le Front républicain, pour le Front démocratique, même si c'est contre votre sensation initiale. Oui, mais ils appellent à faire ce qu'ils appellent le Front républicain pour sauver leurs petits avantages, leurs petits acquis et leurs petits arrangements. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que s'il y a Front républicain, effectivement, on met le FN à la trappe. Mais il y a le nouveau maire d'Hénin-Beaumont, justement, qui a dit sur RMC ce matin, maintenant, les passe-droits et les avantages du « je viens à la mairie, il me faut un logement social, je te le donne », c'est terminé. C'est pas caricatural, ça? Pas du tout, non. Vraiment pas, non. Ça, c'est monnaie courante. Les emplois, c'est pareil. On vient à la mairie, bonjour, il me faut un emploi, tac, on met un emploi. C'est monnaie courante. Et c'est ça qui dérange. Et moi, il y a une chose que je remarque en lisant les parties les programmes de chacun, c'est que le Front National parle aux gens d'en bas. Parle aux gens qui ne comprennent pas, ne savent pas ce que c'est le PIB, ne savent pas ce que c'est tous les termes des énarques et compagnie. Le gars qui est balayeur, éboueur, ou même encore un peu plus haut, ne comprend pas tout ça. Mais à droite et à gauche, il y a des élus de proximité aussi. C'est parce que la vie médiatique concentre les focus sur ces pointures nationales. Mais il y a à droite et à gauche, il y a des élus municipaux, des gars de terrain, des gars plus proches. Non. Moi, dans ma commune, le gars qui se présente comme maire, je ne l'ai jamais vu auparavant. Je ne savais même pas qu'il habitait dans ma commune. Pourtant, on est une petite commune d'un peu plus de 1000 habitants. Je ne savais même pas qu'il était là, ce gars-là. Vous me faites un pari sur l'avenir. À la prochaine présidentielle, Christophe, est-ce que la France élira un maire Front National ou est-ce que ça va être en tout cas une très large tentation? Je dirais que moi, maintenant, je pense que je ne le verrai certainement pas. Mais je pense que mes enfants verront un président Front National. Ah, ça c'est une prédiction importante. Mes enfants verront un président Front National. Donc c'est pas pour 2017, je note sur mon petit papier, hein. Mes enfants verront, mais c'est pas pour 2017. Eh bien, on va essayer de s'intéresser à cette théorie dans un instant. Après la pause, on appelle les experts, professeurs de sciences politiques, avec un focus tout précis sur qu'est-ce qu'on risque si le FN prend encore des municipales. Et si vous preniez la vie du bon côté? Ok, je vois de petits sourires qui arrivent sur le visage de tout le monde, c'est chouette. Essayez de faire passer tout ça dans votre regard. Il suffit d'allumer la radio, de 13h à 15h sur Vivacité. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité.
Le réflexe spa sur la route. Pour la 3e fois d'affilée, le feu passe au rouge. Mais la file n'a toujours pas avancé d'1 centimètre. C'est pas vrai. Quoi? Et en plus il pleut. Oh, j'y crois pas. C'est le moment de prendre une gorgée rafraîchissante de Sparren. Pour cela, prévoyez toujours une bouteille de Sparren 50 centilitres dans la voiture. Cette eau extraordinairement pure, issue du cœur des Fagnes, vous tient frais et éveillé. Sparren, la pureté qui protège, même sur la route. Le mardi 25 mars, dans le journal Le Soir, partez sur les routes de France avec Éric Boschman. Au programme de ce supplément gratuit, Aquitaine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse et le Havre-Normandie. Avec un grand concours permettant de gagner un chèque voyage d'une valeur de 1 000 €. Bonne route. Le soir, j'y vois clair. Viva! Viva! 10h48, on appelle les experts. Il est professeur de sciences politiques à l'UCL, Benoît Rioux en ligne, bonjour. Bonjour. Essayons de commenter ce qu'on a entendu dans cette deuxième partie de C'est vous qui le dites. Hier, on a toujours assisté à un vote sanction pour le FN, où on a vraiment assisté à ce que Marine Le Pen a défini très vite hier comme étant l'officialisation de la voie intermédiaire. Désormais, le FN est le parti centriste, disons pour le dire de manière très rapide et caricaturale. Votre sanction ou la 3e voie est là? Je pense ni l'un ni l'autre, dans le sens où les rapports de force globaux placent malgré tout les deux grands blocs, donc PS, Union des gauches d'une part, et UDF de l'autre, UMP de l'autre, comme assez largement dominants. Il est vrai que le FN est présent dans ce qu'on appelle des triangulaires ou des quadrangulaire avec 3 ou 4 partis pour le second tour, dans un certain nombre de villes de taille moyenne en général, ou plus petites, dans certaines parties de la France. Mais effectivement, c'est plutôt un processus de construction progressive du FN comme parti au niveau local. Vous entendez que la plupart des auditeurs qui nous appellent ce matin considèrent que la consigne de vote venant de l'UMP ou du PS, la consigne de vote est par nature antidémocratique. Elle est une horrible ingérence dans l'isoloir. En tout cas, c'est une pratique de très longue durée. Hein. C'est une pratique dans le système électoral à 2 tours en France, où donc il y a d'abord un premier tour dans lequel les partis luttent pour passer un certain seuil électoral pour être ensuite présents au second tour. Et depuis toujours, durant la Ve République, il y a eu ce principe de redistribution des voix au second tour. Mais vous le voyez comme une ingérence ? Non, on a en France un système de partis politiques qui est un peu différent de la Belgique, dans lequel il y a plutôt des logiques de blocs. Et on parle souvent du bloc des droites ou des gauches, un système assez polarisé. Et le Front National, dans certaines régions, s'est trouvé souvent, on va dire, à la lisière de forces comme l'UMP d'aujourd'hui ou les partis précédents qui s'appellent le RPR. Vous pouvez décoder ce que fait l'UMP quand l'UMP dit dans la voix de Jean-François Copé, dans la triangulaire, on retirera pas notre candidat et on n'appellera pas à voter à gauche. Que fait l'UMP? Est-ce que l'UMP joue avec le feu? Non, en général, les candidats UMP qui se maintiennent sont en général, à part quelques cas très particuliers, assez bien placés. Et le candidat FN n'est pas du tout garanti, je dirais, il n'est pas du tout garanti que le candidat FN passe. Ce qui se passera, entre guillemets, dans le pire des cas, pour l'UMP dans certains cas, c'est que le candidat PS qui se maintient gagne. Et que donc les voix de droite et de droite plus radicales se neutralisent mutuellement. Le commentaire de ceux et celles qui nous ont appelés ce matin, quand Jean-Marc Ayrault appelle aux forces, au Front démocratique et au Front républicain, il faut surtout entendre que Jean-Marc Ayrault appelle à se mobiliser pour les déçus, pour les députés, pour les perdants. Est-ce que c'est toujours un Front démocratique et républicain ou c'est le Front, je cherche l'appellation, des perdants désespérés, comme l'a dit Alexandre Ascarbeck? Oui, alors je pense qu'il faut apporter un peu de nuance. En France, il y a depuis déjà 10-15 ans maintenant un débat de fond sur ce que c'est que les valeurs républicaines. Justement, le FN, dans sa version plus récente avec la prise en main de Marine Le Pen, essaie de se présenter aussi comme un parti républicain, on va dire plus nationaliste, mais prenant aussi, je dirais, à son compte une série de valeurs de fierté nationale, qui font aussi partie un peu, je dirais, de la logique de fierté française qui nourrit aussi une partie de l'électeur du UMP, par exemple. Rapidement, la percée hier du Front National, ça dit quelque chose de la prochaine présidentielle, ça dit quelque chose de 2017, ça dit quelque chose d'un second tour où il n'y aura pas d'appel au vote anti-FN et ça dit qu'un président FN arrive en 2017 ? Je
Je pense qu'il faut être prudent en termes de projection. Le phénomène FN est très concentré dans certaines sous-régions de la France, le sud-ouest, le sud-est, l'Alsace et un peu le nord dans certaines régions, mais des grands bassins de population et d'électeurs ne sont pas très touchés, comme l'Île-de-France. L'Île-de-France est très puissante en France électoralement. Donc, je dirais un phénomène important, surtout de structuration locale graduelle, mais qui n'est pas encore en train de changer profondément les rapports de force entre gauche et droite plus classiques en France. Éclairage depuis l'UCL. Merci Benoît Rioux, vous êtes professeur de sciences politiques. Merci d'avoir commenté les théories des uns et des autres. Nous allons à Liège. François, bonjour. Bonjour. C'est dangereux de donner une consigne à des électeurs ? Je crois que donner une consigne, c'est parfaitement démocratique, puisque l'électeur est de toute façon libre de faire ce qu'il veut. Donc je ne vois pas en quoi c'est antidémocratique de donner une consigne. Si c'était en Belgique que ça se passerait et que j'étais avec une responsabilité, je donnerais la consigne de ne pas voter le Front National, car c'est un parti dangereux, c'est un parti raciste. Mais pourquoi en France vous laisseriez faire alors ? Mais en France, par contre, je ne donnerai pas de consigne de vote, puisque là, le Parti Socialiste n'hésite pas à s'allier à l'extrême gauche, qui est tout aussi dangereuse que l'extrême droite. Par conséquent... C'est comparable. Il y a eu débat sur les plateaux hier, en disant qu'on ne pouvait pas comparer le Front de gauche et le Front National. Tout à fait les extrêmes. Les extrémistes, ce sont les mêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et il faut fort peu de choses, d'ailleurs, pour que quelqu'un passe de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc pour moi, ce sont des partis dangereux. Souvenons-nous ce qui s'est passé au siècle dernier, avec le fascisme, avec le communisme. Rappelons-nous plus récemment les années de plomb en Italie, où c'était l'extrême gauche qui